The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour une nouvelle émission spéciale, je n'ai pas un invité pour m'accompagner, mais deux invités. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel. Alors le premier, c'est quelqu'un que vous avez déjà entendu dans ce podcast, puisque c'est Flavien. Salut Flavien. Salut Paul Gara et salut à tes auditeurs auditrices et désolé pour elles et eux parce que je suis un peu enrhumé. Donc, alors normalement vous n'aurez pas les reniflements ni la toux parce que Paul Gara fera le montage, mais par contre vous aurez une voix un peu éraillée, peut-être de plus en plus au fur et à mesure d'épisodes. On va voir si tu tiens, mais on te laissera pas parler 2 heures, 3 heures comme on avait fait sur la rétrospective 2023. Et le deuxième invité exceptionnel, c'est Iso Bretnik. Salut Iso. Salut Paul Gara, salut Flavien et salut à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Moi, j'ai pas de rhume, donc ça devrait aller, mais par contre, je risque de perdre ma voix juste pour imiter Flavien, par mimétisme. D'accord, donc vous allez me laisser en fait à la fin me démerder toute seule, alors que ce n'est pas moi la spécialiste du sujet qu'on va aborder dans cette émission, puisqu'on va parler de jeu de pli ou aussi jeu de levée, terme que je ne connaissais pas il y a encore très peu de temps. Enfin, j'ai découvert. C'est pas Johan Lever, hein. Non, c'est levé avec. Ça commence avec les blagues, on va pas s'en sortir. On ne va pas parler des jeux de défausse et d'escalade parce qu'on a prévu, comme on est assez fou, d'en faire peut-être une émission spécifique sur les jeux de défausse et d'escalade. Donc on va parler vraiment là du pli et de la levée. Alors pour différencier les deux, j'ai essayé de trouver des définitions pour expliquer. Donc dans les jeux de levée, il faut faire un nombre de levées qui est supérieur à celui de ses adversaires. Alors que dans les jeux de pli, il faut cumuler un nombre de points supérieur aux adversaires dans les cartes contenues dans les levées. Voilà. Et le nombre de levées lui-même est restant secondaire. Je ne sais pas si vous validez ces définitions. Je sais pas, moi je sais que je parle beaucoup de jeux de pli, les jeux de levée, je sais pas, c'est peut-être un ancien vocabulaire, mais parce que dans les jeux de pli en eux-mêmes, il y a plein de types de scoring différents, ou bref, donc je sais pas. Mais... Ouais, et puis c'est vrai que moi, j'avoue que je fais pas trop de distinction, j'ai plutôt tendance à utiliser l'expression anglaise pour parler de cette catégorie de jeux, donc c'est vrai que jeu de levée, c'est un mot que j'ai déjà entendu, mais j'avoue que je pourrais pas le définir clairement. Sachant que le terme anglais, c'est donc trick-taking. Oui, et on va voir qu'il y a beaucoup de vocabulaire qu'on va peut-être utiliser qui vient de l'anglais, ce qu'on appelle de façon, on va dire, le must follow, le may follow, le must not follow, le Trump. Alors on parle pas de politique américaine, bien sûr. c'est le terme anglais pour dire à tout. Donc ça, c'est des terminologies qu'on utilisera peut-être et je pense qu'on expliquera parce que les jeux de pli sont des jeux qui ont l'air... Quand on les connaît, on a l'impression que c'est des jeux très simples, très accessibles. Mais en fait, si on n'en a jamais joué à aucun, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et il y a tout un vocabulaire associé qui se transmet en fait entre joueurs et joueuses de jeux de pli. Donc le must follow, c'est le fait de devoir suivre la couleur demandée. Ouais, si tu veux, moi comme j'en parle un peu des fois de temps en temps, je me suis amusé à essayer de faire des traductions. Donc effectivement, le must follow, c'est le paradigme le plus classique. C'est vraiment, tu joues bleu, je dois jouer bleu. Si j'en ai, en tout cas. Donc moi j'appelle ça le suivi obligatoire. On doit suivre à la couleur. Le may follow, pour un exemple, tu vas avoir Shamans. Beaucoup de jeux en fait à identité secrète avec des rôles cachés. C'est où t'as dans Brian Boru, parce qu'il y a d'autres enjeux, c'est tu peux suivre à la couleur, mais en fait t'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. C'est le suivi potentiel ou le suivi possible, voilà. Must Not Follow, c'est un truc qui est plus récent et il y a pas mal de jeux qui sont sortis ces 2 dernières années là, dans ce paradigme-là. Donc là, c'est le fait de ne pas devoir suivre. J'ai joué bleu, t'as pas le droit de jouer bleu. Tu joues jaune, donc le troisième il pourra jouer ni bleu ni jaune. Il y a le fait aussi de devoir couper, donc il y a le terme. C'est très 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 européen. Pour les Américains par exemple, je sais pas ce qu'il en a au Japon, mais pour les Américains, c'est trop bizarre de devoir couper. De devoir monter notamment, devoir monter déjà et devoir couper, comme dans le tarot. Monter, ça veut dire qu'on doit jouer forcément une valeur supérieure à celle qui a été jouée, si on peut, par le joueur ou la joueuse précédente. Ouais. Mais en japonais, il me semble qu'on dit kirifuda, donc il y a la notion de couper aussi en japonais, de mémoire. D'accord. Et il y a quand même aussi le terme le plus élégant, c'est pisser. Ouais. Tous les clubs, je pense que ça, tous les clubs de c'est très franco-français. Ouais, quand tu dis ça aux Américains, ils disent ça aussi. C'est bizarre parce que la plupart des jeux américains, c'est si tu ne peux pas jouer à la couleur, tu joues ce que tu veux, y compris potentiellement de l'atout, mais t'es pas obligé du tout. Dernièrement, il y a le must win. Enfin, pas dernièrement, mais il y a U-Chronicle qui a fait ça dans le Game Market l'année dernière, mais les gens penseront peut-être plus à Red 7.
C'est en gros, à la fin du pli, tu dois être la personne qui gagne le pli. Et souvent, c'est des jeux où tu as le droit de modifier les règles et où parce qu'à la fin, tu dois gagner, quoi. Bon, on reviendra sûrement sur les définitions si besoin. Et puis, je pense que ça voilà. Peut-être on fera même un petit glossaire dans le billet si on a le courage. Pour rajouter un mot qui est pas dans la liste, qui me semble important parce qu'on le voit régulièrement dans les jeux de pli, en tout cas ici, c'est l'expression misère, qui est utilisée d'ailleurs telle quelle en japonais. Et C'est le qui shoot the est moon en fait, peut-être en anglais. Le shoot the moon, comme dans la dame de pique quand tu arrives à prendre tous les cœurs. Alors, le misère, en fait, la misère, c'est quand tu ne prends aucun pli. Et du coup, le fait de n'avoir aucun pli te donne un nombre de points bonus qui est défini par le jeu. Ouais, c'est souvent le shoot the moon en anglais, ouais. T'avais pas ça au tarot? tarot, Je sais je sais plus pas. s'il y avait ça au tarot. Si on revient aussi, on peut donc, dans les jeux de pli, on peut jouer les cartes simultanément ou de façon séquentielle. C'est 2 possibilités. Voilà. Si on revient aux origines, alors apparemment, le jeu de pli, son origine, elle vient de la Chine au XIVe siècle. C'est ce que j'avais retrouvé dans ce que j'ai pu consulter. Bah oui, c'est Tichou. Non, c'est une blague, hein, parce que Tichou, c'est un jeu de 91 allemand. Voilà. Et ensuite, ça c'est un type de jeu qui s'est introduit dans des jeux traditionnels qu'on a trouvés en Europe. Également. On vous mettra aussi toute une liste de sites, de sources pour ceux qui sont intéressés par les jeux de pli. Et on peut dire que, avant de rentrer, dans la présentation des jeux, on peut dire que 2024 s'annonce comme l'année du jeu de pli parce que il y a un énorme attrait pour le jeu de pli. Alors on va voir que c'est pas récent partout. Mais en tout cas là en Europe on le sent arriver, beaucoup d'annonces de jeux de pli. Mais toi on en parlait un peu en off, Iso, tu disais que ça faisait déjà un bout de temps que le jeu de pli au Japon est très très populaire et très, il y en a beaucoup qui sortent. Oui, dans tous les game markets depuis au moins 10 ans, le jeu de pli c'est quand même un des genres de jeu qui est le plus populaire et le plus présent. Là, il faut quand même ajouter comme élément que depuis quelques années, il y a une explosion surréaliste en fait du nombre de jeux de pli qui sont disponibles désormais. C'est d'ailleurs un peu compliqué maintenant, Flavien, tu dois le sentir toi aussi quand tu cherches des jeux, mais c'est vraiment compliqué maintenant de trouver les jeux qui se démarquent le plus, tellement il y en a. Tous les auteurs s'y mettent, les jeunes auteurs, les jeunes groupes d'auteurs et d'autrices. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Mais c'est un genre qui a toujours été, comme je disais, très populaire, très joué. Et c'est un genre qui est vraiment considéré comme étant très gamer ici. C'est pas du tout, ça fait pas du tout partie des jeux de type familiaux. D'ailleurs, on le voit avec Cat in the Box, qui est une référence. C'est un jeu qui est quand même ultra complexe pour des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de pli. Mais c'est un genre qui plaît beaucoup aux gens qui ont l'habitude de jouer ici. Ouais. Et alors, je sais pas, tiens, tu vas peut-être pouvoir faire comment on appelle ça, briser les fake news, mais parce qu'il y a un peu cette image, un peu d'épinal peut-être, tu sais, c'est parce qu'au Japon, il n'y a pas de place, donc on cherche des petites boîtes, donc le jeu de pli, c'est des jeux de cartes, donc ça prend pas de place. Est-ce que c'est une image d'épinal ou est-ce qu'il y a quand même une forme de réalité là-dedans ? Ouais, je pense qu'il y a une partie qui est vraie dans cet argument, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que faire des jeux de cartes, c'est ce qui coûte le moins cher, surtout quand tu produis au niveau national, parce que produire au Japon, c'est quand même assez coûteux. Et puis, on en a déjà parlé en off, et j'en ai déjà parlé aussi à Paul Gara, mais je pense que le jeu de pli, c'est un jeu qui a tellement de balises mécaniques marquées et claires qu'un jeune auteur, une jeune autrice peut très très rapidement être capable de faire un jeu jouable avec des mécaniques basées sur le jeu de pli. En faire un bon jeu, c'est une autre question. Ou un jeu original. Oui, être original aujourd'hui, à moins d'avoir une vraie connaissance historique de tout ce qui est sorti depuis des années, et notamment tous les jeux qui sont impossibles à trouver désormais au Japon parce qu'ils ont été produits en petite quantité. Pour faire quelque chose de nouveau, ça demande vraiment beaucoup de créativité. Mais l'avantage du jeu de pli, c'est que tout le monde peut, entre guillemets, devenir auteur de jeu ou autrice de jeu en démarrant avec un jeu de pli. Ça coûte pas cher à produire. Souvent, c'est dans des petites boîtes, ce qu'ils appellent des boîtes Amigo ici. Vous savez, les petites boîtes rectangles qu'on trouve beaucoup chez Amigo, pour le coup. Ah ouais. C'est en termes de coûts de production, d'investissement financier personnel, c'est pas
ça met pas en danger la vie de la famille ou la vie de la personne qui s'engage dans cette création-là, quoi. Ouais, puis j'imagine que quand tu te balades sur les salons, les festivals, bah c'est facile aussi à transporter, donc c'est des choses que tu peux facilement avoir sur toi et montrer. C'est assez simple de le montrer quand en fait si c'est des petites boîtes que ouais, si exactement, c'est facile à montrer, c'est facile à sortir dans les cafés, etc. Parce qu'on joue très peu à la maison quand même ici. Après, la notion de place qu'évoquait Flavien, c'est quelque chose qui est vrai principalement pour les gens qui vivent dans Tokyo. C'est-à-dire que moi, je vis dans une ville de 2 400 000 habitants. J'ai un appartement où je peux entreposer autant de jeux qu'une famille française moyenne, quoi. Donc, c'est vraiment pour les gens qui habitent dans du 15 mètres carrés ou du 20 mètres carrés en plein centre de Tokyo, peut-être que la question se pose. Mais après, c'est aussi le fait de garder ses loisirs discrets, ne pas les montrer à des gens qui pourraient éventuellement venir chez soi, mais c'est tellement rare d'inviter des gens à la maison que... Alors que la France, c'est l'inverse, t'aimes bien exposer tes bibliothèques et tout, tu sais. Ah oui, ça c'est sûr que ça surprend, hein. Moi je sais que quand des Japonais viennent chez nous, c'est toujours la première question qui se pose. D'ailleurs, ça leur fait un peu peur, je pense, de voir ces grandes armoires pleines de jeux de société, surtout pour des gens qui n'ont jamais joué, c'est un peu compliqué à expliquer, quoi. Et toi, Flavien, qui t'intéresse aussi beaucoup aux sites anglophones, toi, t'as constaté depuis quelque temps aussi un très grand intérêt chez les aux États-Unis pour les jeux de pli. Ouais, bah c'est ce qu'ils appellent eux la trick-taking renaissance depuis quelques années. En fait, je pense qu'en France, on s'adapte petit à petit. Voilà, les éditeurs, bah en fait, ils y voient un potentiel commercial, hein, puisque sinon c'est beaucoup aussi un milieu de l'artisanat, de l'amateurisme, et où tu as du partage gratuit, où les gens font gaffe à faire des jeux qui peuvent se jouer avec des jeux traditionnels, par exemple. T'en as, c'est l'inverse. On peut réutiliser du matériel. Où la règle te suffit, ouais. Ouais. Pour jouer, et du coup ouais, on voit depuis quelques années les Kickstarter, t'as Allplay qui font de plus en plus de chiffres sur chacun des Kickstarter de jeux de pli ou enfin de financement participatif. T'as des médias aussi importants que BGG ou quoi qui consacrent des épisodes spécifiques au genre. T'as des auteurs aussi, mine de rien. Moi je trouve ça intéressant quand t'as Tom Lehmann qui a fait un jeu de pli l'année dernière, donc l'auteur de Race, Force the Galaxy. T'as Karl Schudig qui en fait un aussi, donc l'auteur de Innovation. Donc c'est des auteurs qui sont confirmés, qui s'intéressent aux jeux. C'est ça, et pour moi il y a plein de petits marqueurs comme ça, et qu'en France, tu vois, on a le retour des gammes de jeux de pli. Donc il y a Yellow qui a une gamme, t'as Matago qui a lancé son truc, t'as Mandu Games, qui est pas français mais qui a une place en France aussi, qui est avec Jekyll et compagnie. Qui est localisé en France en tout cas. Ouais. Et même au niveau du coup des médias aussi ludiques, tu vois, il y a Passion Pli là sur la chaîne des recettes ludiques, qui est quand même une chaîne assez importante en France, tu vois, qui s'est lancé un format consacré à ça. T'as un groupe Facebook qui s'est dédié aussi à ça. Donc ouais, il y a quand même de plus en plus de choses, notamment du côté anglophone, ouais. Et c'est pour ça qu'on va faire un podcast spécial là-dessus. Bah, c'est ça, hein, sinon il y a 2 ans, on n'aurait sans doute pas eu cette idée. Moi, je vous invite quand même, si je dois en citer un, tu mettras les RF dans ton billet, mais moi, un mec vraiment qui moi me guide là-dedans, c'est Taylor Reiner, donc qui était au Game Market d'ailleurs avec Fukutaru à l'automne dernier pour 2 jeux, et qui développe aussi notamment des jeux. Il a notamment participé au développement de Sail chez Allplay, qui devrait arriver en français là bientôt. Et c'est un gars qui est très rigolo. Alors déjà, il présente plein de trucs, donc ça c'est très bien. Mais surtout, moi, c'est un des mecs qui me fait le plus rire sur le YouTube ludique, parce que il a des intros incroyables et une bonhomie incroyable aussi. Avec tous les petits points qu'on peut dire sur les reviews, le monde du YouTube anglophone, hein, c'est-à-dire qu'ils encore peut-être plus dans un milieu de niche comme le jeu de cartes. Ils connaissent tous les auteurs, ils ont des boîtes gratuites, etc. Mais en tout cas, c'est un mec qui me fait vraiment rire, et il y a peu de gens dans le milieu ludique qui sur YouTube me font rire. Donc bon, alors c'est en anglais, hein, donc voilà, faut y aller. Mais écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant des jeux de pli que vous aimez ou que vous trouvez intéressants. On en a listé pas mal. On passera pas forcément le même temps sur tous. Alors si on commence dans les jeux vraiment traditionnels, les premières occurrences en Europe, apparemment, c'est le tarot. Donc je pense qu'on a tous joué au tarot dans notre vie. Voilà, je pense que c'est un des jeux les plus joués en salle de permanence dans les lycées français. Je ne sais pas. En tout cas, c'était comme ça dans le mien. C'est le cas encore, mais ouais. Moi, c'était le cas aussi. Et aussi un jeu allemand, le Karnhoffel. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous y avez joué. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec les pommes de terre. Hein. Ouais. Ça, c'est Kartoffel. Ça, c'est le carnaval, c'est ça. J'en avais entendu parler, je pense, dans le même épisode que toi de Balado Ludique.
Le Carnoffel, oui, il y en a qui disent, il y a plusieurs explications pour l'origine du nom. Il y en a qui disent que c'est effectivement une déformation du mot carnaval, mais apparemment ça a aussi trait à des choses. Enfin, je vous encourage à aller lire sur le site de David Parlett. Il explique un peu l'origine et c'est assez surprenant, quoi. Il y a plein d'explications possibles sur le nom. En fait, les règles sont pas hyper simples, mais en gros, on va avoir une couleur et dans la couleur qui va être une sorte d'atout, c'est pas vraiment de l'atout, enfin, je pense que c'est de l'atout. On va inverser un peu comme à la belote les cartes qui vont l'emporter. C'est-à-dire que ça va être le valet, je pense, qui l'emporte, puis on va avoir le 6 qui est le pape, on a le 7 qui est le diable, etc. Et en fait, il y a plein d'ajouts de règles, c'est-à-dire que si c'est telle carte qui est jouée, alors c'est telle carte qui l'emporte, mais si c'en est une autre qui l'emporte. Enfin, les règles sont assez compliquées, quoi. J'ai l'impression que c'est passionnant d'un point de vue de l'inclusion du thème, en fait, tu vois, parce que le carnaval, c'est la fête de l'inversion des pouvoirs et tout. Et il y a cette volonté-là, en fait, de thématiser le jeu. Je trouve ça incroyable. Mais en même temps, j'ai lu que ça venait de l'hernie inguinale. Je vous encourage à aller regarder ce qu'est une hernie inguinale. Donc, j'ai appris ça ce matin en relisant l'article. Voilà. Et ça, par extension, ça désignerait quelqu'un qui est rough, uncouth and a violent rogue. Donc, quelqu'un qui est quelqu'un de violent, une sorte de bandit ou de voyou assez violent. Et je pense que ça fait référence à la carte du valet, en fait, qui est la carte la plus forte, si j'ai bien compris les règles du jeu. Je vous garantis rien du tout. C'était assez intéressant comme article. Et puis, il y a plein de jeux traditionnels qu'on pourrait citer, enfin, la belote, le whist, le scat. J'ai vu aussi le Mao, qui est un jeu, en fait, dont on ne connaît pas vraiment les règles. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça. Ça se rapproche apparemment du 8 américain. Mais en gros, il n'y a qu'une personne. On peut pas t'expliquer les règles avant. Il y a forcément toujours qu'une personne qui explique les règles au fur et à mesure de la partie, quoi. On doit pas dire les règles. C'est la première règle du jeu, quoi. C'est le Fight Club. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le meneur. Il ne doit pas expliquer les règles. Et en fait, on va découvrir les règles du jeu au fur et à mesure de la partie. Alors moi, ça m'a rappelé des jeux des trucs qu'on fait en team building dans les entreprises, tu sais. Ouais, ou Crazy Time, qui est sorti une dizaine d'années. Oui, Crazy Time, ouais. Ouais, auquel j'ai joué, qui est assez brainy quand même. Bon, on va continuer. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, les jeux que vous avez choisis, et on va peut-être le faire un peu de façon chronologique. Et le premier, c'est le Schnapsen, Flavien, un jeu de 1715. Ouais, jeu traditionnel germanique. Au sens large, c'est-à-dire que tu as des variantes selon la région d'Allemagne, selon si tu es en Autriche, etc. Et c'est un jeu à deux uniquement, ce qui est déjà assez original dans l'absolu, quoi. Aujourd'hui, on en voit plusieurs des jeux à deux, mais on se dit souvent que c'est pas forcément une configuration idéale pour les jeux de pli, parce que moi, je déteste les informations complètes, donc en général, les auteurs ou les autrices trouvent un moyen qui va être, par exemple, retirer une partie du deck de manière inconnue, comme ça, t'as pas toutes les infos. Là où, quand tu es à 4, en fait, la répartition fait que tu as moins de contrôle sur la connaissance. Et jeu à deux, incroyable. Moi, franchement, c'est une de mes grosses découvertes ludiques des dernières années. C'est assez bizarre à expliquer aussi. Alors, vous pouvez y jouer sur des applis et tout, si vous voulez découvrir, ça facilitera. C'est aussi appelé parfois le 66, parce que le truc de base, c'est que tu vas gagner des points si tu atteins 66 points. Alors, les cartes ont différentes valeurs, selon si c'est de l'atout ou pas, etc. Alors, tu as deux variantes. Soit tu annonces que tu as 66 points, soit tu as aussi une variante où il faut se mémoriser, où il faut que tu annonces 66 points, et que si tu les as pas atteints, donc tu as mal calculé, l'autre gagne les points que tu aurais dû gagner. Moi, j'aime pas trop cette variante parce que ça appelle la mémoire et que j'en ai pas. Mais voilà. Si c'est original, c'est parce que tu as une main qui est assez réduite de, je crois, 5-6 cartes chacun, et le reste, c'est une pioche. Et à ton tour, tu joues et tu pioches. Donc, en fait, il y a beaucoup d'aléatoires. L'atout est déterminé de manière aléatoire aussi au début de la manche. Et cette pioche, en fait, tant qu'elle n'est pas vide, tu peux jouer ce que tu veux. C'est-à-dire que je joue carreau, tu peux jouer pique si tu veux. Tu peux couper ou pas, etc. Donc, on est dans du may follow. Et quand la pioche est vide, on passe dans une phase de must follow, où il faut jouer et du aussi must trump. Enfin, on doit monter, si possible. Ce qui n'est pas une règle qui est si transparente quand on joue sur appli. Parce qu'on t'indique les cartes qu'il faut jouer, tu ne te rends pas forcément compte que c'est le cas. Et bref, après les points, c'est selon combien tu as de points et que l'autre a de points, tu gagnes 1, 2 ou 3 points, et le premier arrivé à 7 points a gagné, un truc comme ça.
Après, ça dépend des variantes et tout. Mais il y a aussi les mariages où si tu joues le roi et la dame d'une couleur, tu gagnes 20 points ou 40 points si c'est l'atout, mais du coup, tu dévoiles 2 cartes de ton jeu. Il y a plein de trucs, en fait. Tu peux échanger. Si tu as le valet d'atout, tu peux l'échanger avec la carte qui définit l'atout, donc c'est vachement important. Il y a plein de petits trucs comme ça. Tu peux aussi fermer la pioche. Dans ce cas-là, tu passes dans la phase de must follow alors que la pioche n'est pas vide, mais dans ce cas-là, il faut que tu gagnes les 66 avec ce que tu as en main, donc c'est un peu dangereux de le faire en début de partie. Moi, je trouve que c'est vraiment brillant. En fait, ça arrive à apporter l'aléatoire que moi il me faut dans un jeu à 2. En plus, c'est assez original en termes de structure, tu vois, avec ce côté point de rupture, passage du may follow au must follow. T'as plein de jeux de pli, en fait, où il y a plein de moments où tu vas jouer un peu en automatique et où finalement, t'as pas l'impression d'avoir vraiment pris sur le jeu, ce qui est pas désagréable hein, quand tu tapes le carton. Mais là, il y a vraiment beaucoup de moments où tu sens que ce que tu fais n'est pas anodin, où ça a de l'importance. Et c'est assez rare, et moi, je trouve ça d'un brillant incroyable, le Schnapsen. Tu avais joué ISO, toi ? Non, ça me dit rien du tout. D'ailleurs, j'étais en train de regarder la page BGG pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Apparemment, il est édité sous pas mal de noms différents, mais il est chez Piatnik aussi, ouais. Il y a une version... Ouais, il y a beaucoup de decks de Piatnik, ouais. D'accord. Il est indiqué dans le domaine public, en fait, je pense le jeu, parce que c'est un jeu là, on est dans du jeu traditionnel. Hein. Ouais. Nous, on y avait joué ensemble, effectivement, avec Flavia en ligne, et c'était très, très bien. Je confirme. Je me souviens plus de tout parce qu'on a dû il y a plein de quelques petites parties. Règles, hein. Ouais, il y a plein de petites règles, pas mal. Donc ça, c'était le premier jeu, le jeu traditionnel. Et maintenant, dans les jeux modernes, le premier jeu dont tu voulais parler, Flavien, c'est le 99. Ouais. Un jeu de David Parlett. Justement, ouais, David Parlett. On parlait tout à l'heure, ouais. Un auteur et un théoricien très important sur le genre. Allez voir son site. Hein. Il y a plein de jeux en fait. Alors lui, il se fait un peu une volonté aussi de faire des jeux jouables avec des jeux tradis, la plupart. Et que ce soit les 52 ou les 54 cartes ou pas, qu'on utilise ou pas les jokers et tout. Et donc, il y a plein de jeux, alors je ne les ai pas du tout tous essayés, mais il y en a plein qui ont l'air super intéressants, parfois un peu cassés. Donc 99, c'est un de ses plus connus, hein, je pense. Donc c'est un jeu de 67 en fait qui est sorti dans un magazine en 74. Et c'est un jeu à 3 uniquement, une fois de plus, donc configuration restreinte. Je trouve ça c'est un jeu assez simple hein, dans l'idée où il y a un atout qui est décidé, ça dépend des variantes comment, mais qui est décidé en début de manche. Et une fois qu'on commence à jouer, c'est du must follow où on essaye de gagner des plis, on va gagner des points selon les plis qu'on a fait. Avec en plus une possibilité de parier, enfin non pas de parier, mais de soit révéler ce qu'on met de côté en début de manche. Tu donnes des infos à l'autre, mais ça peut te faire un bonus de 30 points. Voire même jouer main ouverte. Dans ce cas-là, tu as un bonus de 60, ce qui est énorme. Alors 99, c'est trop bien, c'est parce que le maximum que tu peux faire, c'est 99 en termes de points à ton tour. Il y a plein de trucs qui sont brillants dans l'utilisation. Il a l'air drôle aussi, David Parlett. Il fait plein de blagues. Main ouverte, ça veut dire que toutes tes cartes sont visibles par tes adversaires. C'est ça. Donc les autres okay. savent comment t'empêcher de faire ton nombre de plis. Et alors pourquoi c'est génial ? C'est parce que le nombre de plis que tu vas parier faire, donc c'est du jeu de plis à Paris, hein, c'est là aussi quelque chose. C'est pas les jeux les plus accessibles, hein, les trucs à Paris, notamment quand tu commences le jeu de plis parce que tu n'as aucune idée de ce qu'il faut que tu paries selon ta main. C'est un style de jeu qui peut être très excluant. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais donc, comment tu vas décider du nombre de plis que tu paries ? En fait, ça va dépendre des cartes que tu écartes de ta main. Tu vas en écarter 3. Et un carreau, c'est comme si ça compte pour 0. Un pic, ça compte pour 1. Un cœur, ça compte pour 2. Et un trèfle, ça compte pour 3. Donc, si tu mets 3 trèfles dans les cartes que tu as écartées, tu paries que tu vas faire 9 plis. D'accord ? Et pourquoi ? Et c'est là que c'est trop bien. Parce que, en fait, le carreau, ça a vaguement une forme de 0. Le pic, ça a une pointe, donc c'est le 1. Le cœur, ça a les 2 trucs au-dessus du cœur, là, en haut, les 2 arcs de cercle, donc ça fait 2. Et le trèfle, ça fait 3, parce qu'il y a les 3 branches. Et je trouve ça trop fort quand il arrive à faire son truc. Mais donc, c'est un choix super important, puisque ça définit à la fois le nombre de plis que tu vas faire, des coupes potentielles que tu vas faire. Enfin, il y a plein d'implications dans ce que tu mets de côté. Et c'est vraiment trop bien. Après, tu joues un certain nombre de mains. Bref, ça, il y a plein de variantes aussi. Et par contre, si tu réussis pas ton pari, donc ta mise, tu sais, si tu joues carte révélée ou quoi, c'est tes adversaires qui vont prendre les points. Donc si tu joues main ouverte, on connaît à la fois combien t'as parié, on connaît exactement toutes tes cartes, c'est facile entre guillemets de te faire tomber, mais il y a un côté risk and reward qui est super cool. Donc 99 vraiment brillant. Là aussi jouable avec n'importe quel jeu, les règles sont sur le site de Parlett.
qui encore une fois, il avait fait aussi Collusion, ou pareil, en fait, t'as l'impression d'avoir plein de twists que tu trouves ces 10-15 dernières années dans des jeux Jap, qui justement sont beaucoup dans la culture du twist. En Collusion, il faut que, en gros, c'est une espèce de truc d'équipe non définie au début, et pour marquer des points, il faut que tu fasses exactement autant de plis que quelqu'un d'autre autour de la table. Mais sauf que c'est pas des équipes fixes, quoi. Donc en fait, l'alliance se fait petit à petit au cours des mains, et a trop des idées incroyables, quoi. Ok, tu le connais, Iso, ce jeu-là? Le 99, non, ça me dit rien non plus. Après, je connais David Parlett parce que c'est de mémoire le premier auteur à avoir reçu le Spiel, mais... Oui, pour le livre et la tortue. Ouais. Et il a fait des bouquins sur le jeu de cartes aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est très axé sur les jeux de plis, en fait, qui a vraiment fait de la réflexion. Effectivement, sur son site, il y a beaucoup de matière sur le sujet, quoi. Ouais, très influent, très important auteur dans le genre. Ouais. Alors, le jeu d'après, c'est moi qui l'ai mis, parce que j'ai joué il y a pas très longtemps. C'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde, donc à ne pas confondre avec un autre jeu de plis qui s'appelle Jekyll et Hyde, hein. C'est amusant. C'est un jeu de 1997 de Wolfgang Werner, et il a été, il y a pas très longtemps, il est ressorti chez Matago sous le nom de Tatsu. Donc, oui. Voilà, ça se joue. Alors, je sais pas si Tatsu propose des différences par rapport à la version de. Oui, il se joue de 2 à 4. En fait, c'est un jeu qui joue à 4. On peut jouer à 3, mais dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais effectivement, la meilleure configuration, c'est à 4. C'est un jeu à 4. On va jouer en équipe. Il y a une équipe qui va faire Hyde, une autre équipe qui va faire Jekyll. Et la particularité, c'est que les cartes que l'on a, en fait, elles ont le dos des cartes indique si ce sont des cartes qui peuvent être jouées par Jekyll ou des cartes qui peuvent être jouées par, qui vont être jouées par Hyde. Enfin, les cartes, elles vont avoir une sorte de famille, Jekyll ou Hyde. Et en fait, on va pouvoir, à son tour de jeu, on peut jouer une carte de sa main. Mais comme on sait ce qu'on les adversaires ont, pas en valeur, mais au moins on sait comment dire le dos des cartes, on sait s'ils ont des cartes Jekyll et Hyde, on peut leur appeler les adversaires, son partenaire ou un autre joueur, à jouer une carte de sa main. Et donc, on va lui demander de jouer une carte Jekyll ou une carte Hyde. Et c'est ça qui va donner, en fait... on peut pouvoir jouer comme ça. Et on va pouvoir faire les plis. Et puis, il y a un système où, en fait, il y a des lieux. Alors, je me souviens... en fait, il n'y a pas de valeur, mais c'est A l'emporte sur B, l'emporte sur C. C'est un système un petit peu comme ça. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une carte que l'on peut jouer qui s'appelle Transformation. Et si on la joue, ça, je trouve ça assez fort, c'est qu'on va laisser le pli en attente. Et donc, en fait, c'est les vainqueurs du prochain pli qui emporteront ce pli-là. Et ça, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans Brave Rats, quand on met en attente parce qu'on a une égalité ou certains pouvoirs qui faisaient ça, quoi. Je sais pas si vous aviez joué à celui-là ou pas du tout, ou à la réédition Tatsu, quoi. Moi, j'ai joué à Tatsu, qui est sorti chez Matago, que j'avais trouvé ça intéressant, Ouais, moi, pareil. Alors, pour l'anecdote, je me suis trompé quand je voulais aller l'acheter. J'ai dit, vous avez Tsuro? Et en fait, c'était Tatsu. Ils me disent, non, on n'a pas le même jeu. Après, 5 minutes après, je reviens et je dis, non, c'était Tatsu. Et ouais, je trouve ça, parce que du coup, en fait, tu ne peux jouer que des cartes de ton équipe. Oui. Et ça, le truc, c'est que si t'es dans l'équipe Hyde, tu peux jouer que les cartes Hyde. Donc, si tu n'en as pas, tu vas demander à quelqu'un de jouer à ta place, en fait. De jouer à un moment, t'en as plus, en fait, parfois. Donc, t'es obligé. Et ouais, je trouve ça assez brillant, assez chaotique, hein. Il y a des gens qui ont du mal avec le fait de pas pouvoir contrôler forcément, puisque c'est pas ta main que tu joues, et que tu laisses des opportunités aux autres. Moi, je trouve ça assez intéressant, comme jeu en équipe. J'ai pas essayé à 2 ou 3, honnêtement. C'est pour moi un jeu à 4. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est perturbant au début parce que et progressivement, tu vois vraiment l'intérêt d'aller chercher les cartes chez les autres. C'est quand même un jeu où je pense qu'il faut avoir une petite habitude des jeux de plis pour bien rentrer dans le jeu, quoi. Là, parce que tu as de la communication avec ton partenaire, en fait, ta partenaire qui est non-verbal et qui sont des ouvertures, que tu joues ça parce que tu sais que derrière l'autre va jouer ça. Et je pense que quand tu as eu l'habitude de jouer à des jeux de plis en équipe, t'as un énorme avantage. Et si tu joues avec, t'as des joueurs qui ont des niveaux déséquilibrés, ça peut être assez compliqué à gérer. Enfin, ça peut être assez violent pour ceux qui découvrent le jeu de plis, quoi. Alors, le prochain jeu, c'est toi, Flavien, qui va nous en parler, c'est Niet de Stéphane Dora, qui est sorti aussi dans Mu, je crois. Enfin, il y avait une boîte à l'époque, alors moi je rêve que les éditeurs fassent ça, qui s'appelait Mu und Meer, donc c'était Mu et d'autres jeux, et il y avait genre des auteurs de ouf et des jeux de ouf dedans, dont Niet, et en fait c'était des jeux qui étaient rassemblés dans une même boîte. Niet est ressorti l'année, enfin il y a une dizaine d'années, 2015 peut-être, chez Yellow. Ça a priori pas suffisamment marché puisque il est plus édité, il est assez compliqué à trouver, enfin il faut aller sur le marché de l'occasion. Stéphane Dora, l'auteur de For Sale et tout, et là aussi on est dans un jeu à poids de bascule puisque c'est un jeu
Et là aussi, c'est pas le seul à le faire. Il y a plein de jeux qui vont réutiliser ça. C'est un jeu où on va faire une première phase de définition des règles de la manche à venir. Que ce soit définir la couleur d'atout, ou bien s'il n'y a pas d'atout, définir si, je sais pas, on va être par ordre croissant ou décroissant, définir si on va jouer qui va être le partenaire de qui ou qui va choisir tel partenaire. Bref, il y a plein de petites règles en fait. Et la première manche, ça va être, tu vas éliminer progressivement des règles. À la fin, il restera un point de règle par élément, ce qui va définir les règles de la manche en cours, quoi. Et après, la phase de pli est intéressante, hein, par ailleurs. Mais moi, ce que je préfère, c'est vraiment cette phase-là où, en fait, quand tu définis les règles, ou en tout cas ce qui ne sont pas des règles, tu définis aussi s'il va y avoir des échanges de cartes entre partenaires et tout. En fait, tu donnes vachement d'indices, ou tu prends des indices sur les mains des gens, quoi. Et ça introduit aussi une notion de bluff et tout. Bref, je trouve ça vraiment, vraiment brillant, quoi, dans le genre. C'est Pionfesseur qui me l'avait fait découvrir. Et ouais, je trouve ça très, très fort. Et alors, je sais pas, Tatsu, tu disais l'auteur, je sais pas si c'est un auteur germanique. Lequel de Tatsu Dr. Jekyll and Mr. Hyde, c'est Wolfgang Werner, ouais. Parce que faut voir que là, on est dans les années 90, et que dans les années 90, en Allemagne, c'est un peu le Japon des années 2010 du côté du jeu de pli, quoi. T'as des Knizia, des Kramer, etc., des Doris Mataos qui font des jeux. Enfin, il y a plein de jeux qui sont d'énormes références aujourd'hui, que ce soit du Vasticht, qui sont des... Ouais, dont on reparlera peut-être après. Ce qui est devenu Zen Master, ouais. Ce qui est devenu... pour le coup, là, que je vois Stichel ou Vasticht, c'est des jeux qui sont réédités en permanence au Japon, notamment. Ouais. Qui sont, en tout cas, réimportés, principalement, je pense. Mais c'est vrai que Niet, pour moi aussi, ça a été vraiment un des premiers jeux de pli modernes auxquels j'ai joué, parce que j'ai beaucoup joué à la belote quand j'étais plus jeune, notamment à cause de l'influence familiale, on va dire. Mais Niet, ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça incroyable la première fois que j'y ai joué. Le fait de pouvoir avoir un impact, en fait, sur la façon dont le jeu allait se dérouler, et à chaque fois modifier cet impact, je trouvais ça incroyable. Alors j'ai joué à la version 2015, tu disais, de Yellow. Ouais. Dommage que le jeu soit plus trouvable aujourd'hui, parce que je pense qu'il serait vraiment d'actualité pour le coup. Il reste d'actualité. Aujourd'hui, ouais. Et moi, je le vois bien ressortir, tu vois, dans les années à venir, peut-être avec justement la renaissance du jeu de pli ou quoi. Peut-être que des gens vont s'en emparer ou quoi. Exactement, avant que le marché soit trop bouché. mais c'est vrai que c'est un jeu qui était peut-être un peu trop en avance sur son temps quand il est sorti, même déjà une dizaine d'années après sa création en Allemagne, déjà trop tôt en France, quoi. Moi, j'y ai jamais joué, je l'avoue, donc il faudra que... Tu demanderas à Pionf. de remédier à ça, parce que effectivement, ouais. Ouais, Stéphane Dora est un grand auteur, un For Sale est aussi trop bien. Le jeu suivant, c'est moi qui l'ai mis, et je l'ai mis parce que c'est un des jeux préférés de mon fils. C'est une bonne raison. C'est Le Roi des Nains, donc qui est un jeu de Bruno Feduti de 2011, dans lequel en fait on va avoir il y a trois couleurs. Il n'y a pas d'atout. À chaque tour de jeu, on va avoir une carte spéciale qui va être incluse dans le deck de cartes qu'on va distribuer. Et surtout, on va à chaque manche, en fait, on va avoir une tuile. On va piéger une tuile qui va proposer 2 types de scoring pour la manche. Et je crois qu'il y a un des joueurs, alors je sais plus quelle joueuse choisit. Ça va être par exemple je sais pas, ça va être avoir toutes les reines ou n'avoir, avoir tous l'équivalent de la reine ou n'avoir aucune reine, quoi, en gros. Et c'est comme ça qu'on va marquer les points. Et donc à chaque manche, en fait, les objectifs de scoring vont changer, quoi. Je pense que vous y avez tous joué. Oui, non, jamais. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, ça. Dans la même gamme, il me semble, chez Yellow aussi, hein, d'ailleurs. Hein, c'était aussi... Il est ressorti récemment, en plus. Ils ont refait une réédition il y a pas longtemps avec une nouvelle boîte. Ouais. Pour les coordonnées avec The Crew, je crois, en termes de taille. Ouais. Ouais, c'est un peu le même format, quoi. Et c'est qu'ils ont une gamme, en fait, où il y a plusieurs jeux qui ont ces boîtes blanches. Enfin, c'est des boîtes blanches avec des titres en rouge, en fait, vraiment avec l'idée d'avoir quelque chose de visuellement reconnaissable. Moi, je sais que j'aime beaucoup ce jeu aussi. Hein. Je trouve que c'est très chouette. Et puis, il y a le côté un peu grisant, voilà, d'avoir ce qui change, en fait, qui brise un peu la monotonie que tu peux avoir dans certains jeux. Pour avoir beaucoup joué au tarot, parfois tu peux avoir une forme de monotonie qui s'installe parce que fondamentalement tu fais toujours un peu la même chose, hein, au tarot. Là, le fait d'avoir des tuiles qui vont changer à chaque manche, ça brise un peu cette monotonie et ça redynamise un petit peu les parties, quoi. On va continuer avec un jeu que toi tu as mis dans ta liste, Iso. Oui.
Et avant de parler du jeu que j'ai choisi, je voulais évoquer peut-être Pompier. Je sais pas si c'est un jeu dont vous avez entendu parler. Écoute, on l'a reçu il y a pas longtemps et Paul Garam l'a fait transférer aussi. D'accord. C'est un jeu de Yamaoka Shiro. Alors c'est un jeu que m'a conseillé un bon ami à moi qui s'appelle Hasegawa Tori, qui est un illustrateur et auteur qui illustre beaucoup de jeux pendant le Game Market. Et comment dire, pour moi, il y a un point de convergence avec Le Roi des Nains ou même avec Niet dans la mesure où on va essayer comment dire, on va utiliser sa main pour impacter en fait son scoring de façon différente. Il n'y a pas une règle unique qui va permettre de scorer des points, mais on va essayer, dans Pompier par exemple, on va essayer de remplir des missions. Et il y en a certaines qui sont vraiment très retors. Mais si par exemple tu vois réussir à gagner le 3e pli, réussir à ne pas gagner de carte jaune, etc. Et évidemment le premier joueur ou la première joueuse qui va réussir cette mission va récupérer la tuile qui ramène des points de victoire. Et j'aime bien en fait quand le jeu de pli sort un petit peu de son moule habituel pour apporter des choses un peu différentes autour de la mécanique centrale ou la mécanique habituelle. Qu'on connaît tous, quoi. Mais c'est un jeu que je conseille. Il y en a beaucoup qui le comparent à Vasticht, notamment aussi le côté mission, etc. Exactement. Et qui parle d'un The Crew compétitif, en fait, un peu. Ouais, et c'est un jeu que je conseille si vous pouvez le trouver. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années. En 2019, ouais. Donc, c'était juste avant la Covid. Donc, c'est un petit tirage de mémoire. Mais, Ouais, il est souvent repris par Ninja Star. C'est là qu'on l'a acheté, Flavien. C'est peut-être intéressant d'évoquer Dan Kobayashi, qui est donc... alors, c'est un Américain, mais il parle couramment japonais. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Et qui est très en lien, justement, avec Tori Hasegawa, dont je venais de parler, qui est illustrateur, principalement. Et il a une petite boutique aux États-Unis où il vend des jeux. Il fait pas mal de conventions et de salons où il vend les jeux en direct. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui arrive de temps en temps à aller à stock. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui, tu vois, par exemple, l'auteur de Cat in the Box, c'est la même chose, c'est un jeu qui a été, c'est un auteur qui a été soutenu par Dan parce qu'ils se connaissent bien, et c'est un peu leur porte d'entrée sur le marché américain, même si ça reste à une toute petite échelle. Aujourd'hui, ça a changé avec Allplay et les autres grandes boîtes de Kickstarter, mais à l'origine, c'est vrai que Dan, c'est un des pionniers sur faire découvrir le jeu japonais au-delà des frontières japonaises. Et c'est important de le mentionner, lui, je pense. Ouais. Donc, si vous voulez Pompier, jetez un œil de temps en temps au site de Ninja Star Games. Exactement, oui. Alors, pour revenir au jeu que j'ai choisi en premier, j'ai choisi Skull King. Alors, pourquoi Skull King ? C'est un jeu de 2013 dont les auteurs sont, je sais pas, ils doivent avoir un lien de parenté, Brent Beck et Jeffrey Beck. Sortis chez eux-mêmes. C'est plus facile quand on s'auto-édite. Mais c'est un jeu qui m'a marqué, que j'ai découvert très tardivement. J'ai découvert l'année dernière, en fait, pour tout vous dire. Parce que c'est un jeu qui est, lui aussi, très régulièrement réédité au Japon. Au Japon, c'est l'éditeur Rigolet, en français dans le texte, qui l'a réédité. Et j'ai choisi ce jeu parce que il utilise une mécanique que d'habitude je n'aime pas du tout, contrairement à toi Flavien dans les jeux de plis. C'est-à-dire que j'aime pas les paris sur le nombre de plis qu'on va gagner pendant une manche dans un jeu de plis. C'est une mécanique que j'ai beaucoup de mal à appréhender. Sur certains jeux, quand on a une vraie maîtrise sur sa main, ce qui est rarement le cas quand même dans un jeu de plis, quand on peut commencer à compter les cartes, tout ça, pourquoi pas, mais généralement, il y a quand même pas mal de cartes et d'informations manquantes. Et c'est vrai que c'est très, très difficile pour moi de prendre du plaisir dans une projection où je vais me dire, voilà, sur cette manche, je vais faire 5 plis, c'est sûr et certain, il peut pas y avoir d'erreur. Et ce jeu, je trouve, offre une flexibilité qui permet d'appréhender cette mécanique de façon un peu plus facile que d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai choisi. C'est vraiment le seul point qui, pour moi, le rend original par rapport à d'autres jeux, parce que la mécanique de pari dans le jeu de pli, on la retrouve très très régulièrement, depuis quelques années encore plus. Pour moi, c'est vraiment le jeu de pli qui m'a permis de prendre du plaisir à cette mécanique, étonnamment. Alors, je sais pas si toi, Flavien, tu as d'autres références, ou même toi, Paul Gara, sur cette mécanique de pari. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette mécanique et comment vous l'appréhendez avec des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, par exemple, ou même avec des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de pli un peu plus, on va dire, traditionnels. Vous avez des références qui sont plus abordables dans un cadre plus familial, on va dire ? Sur le fait de parier, d'annoncer, c'est que je trouve que ça apporte énormément, enfin, ça apporte une autre couche d'interaction.
Parce qu'on a vraiment ce côté, parfois on va jouer aussi pour faire tomber les paris des autres, quoi. C'est clairement... ça devient, on rentre dans des jeux qui sont plus méchants, je trouve, quand on a cette mécanique de prédiction, parce que ça incite, selon les tempéraments de joueurs et joueuses, je trouve que ça incite beaucoup à aller faire chuter les autres. Et donc, on va avoir des moments où on va se liguer un petit peu. Je pense que on en parlera peut-être après, mais il y a Nine Lives qui reprend ça. Ouais, et en plus, c'est pire dans Nine Lives parce que d'une part, tu dois prédire. Et en plus, quand tu te places pour donner ta prédiction, tu bloques potentiellement cette prédiction-là pour les autres. Donc, par exemple, si je dis, selon la façon dont je vais me placer, si je dis que je veux faire 5 plis, en gros, vous pourrez plus faire 5 plis, quoi. Et alors là, ça rajoute des couches vraiment dans l'interaction, quoi. Ouais, il y a beaucoup de jeux où t'as pas le droit de parier à la même chose que les précédents. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est... Ou bien où t'as pas le droit de dépasser le nombre de plis total. Donc, par exemple, si tu joues 13 plis, le total des paris ne pourra pas dépasser 13. Moi, j'adore quand on peut exploser ce truc parce que ça veut dire qu'à la fin de la phase de paris, tu comptes les paris et tu dis, oh là, on est à 16, il y a forcément des gens que ça va pas marcher. J'adore ça. Moi, le jeu que j'ai designé, la Tricky War, c'est un jeu où tu fais des paris, mais où après, tu as une résolution à la Challengers, donc en fait, où volontairement, tu introduis du chaos sur le chaos. Donc en fait, ton pari, voilà. Mais en fait, la mécanique de pari, en fait, tu vois, tu as la mécanique de mission. En fait, il y a plusieurs paradigmes dans le jeu de pli. Il y a soit avoir des points par pli. Dans ce cas-là, c'est juste... moi, je suis rarement fan parce que du coup, c'est souvent un peu plan-plan. Tu as la mécanique de mission dont on a déjà parlé qui, elle, est intéressante parce que ça va donner de l'enjeu à certains plis. Et t'as la mécanique de pari, et alors là, tout va dépendre en fait de comment tu vas marquer les points, et qui va te dire avant la partie, ah mais alors attends, là, avec cette main-là, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, j'adore ça, analyser ma main. En fait, Skull King se base sur le système de Oh-Hell, qui est un jeu américain de 1930, je crois, et qui, c'est exactement le même système, c'est-à-dire, on l'a peut-être pas explicité, mais c'est en gros, tu vas au début avoir X cartes en main, et tu vas parier, et en fait, tu vas augmenter progressivement la taille de ta main. Ou la diminuer, en fait ça dépend. Dans OL, t'as plein de variantes qui va être soit tu commences avec 13 cartes et tu finis avec une, ou bien tu commences avec une, tu finis avec 13, ou bien tu commences avec 13, tu descends à 6, puis tu remontes à 13. Enfin, il y a plein de dynamiques différentes. Et moi j'adore en fait, effectivement, aussi, alors j'ai pas joué à Skull King, qui pour le coup, en France, en Europe, a pas mal quand même de ventes, je pense que ça fait partie des jeux qui ont bien marché depuis une dizaine d'années, et parmi les plus populaires, quoi. J'adore en fait quand t'as que 2, 3, 4 cartes, de voir un peu te dire, bon, ok, alors attends, il y a que ça, il y a beaucoup d'inconnus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, tu sais que ton pari a beaucoup moins de prise sur ton pari que quand t'as toutes les cartes distribuées et que tu peux te dire, bon, là, j'ai telle carte, là, je suis maître tant de fois. Moi, je sais que ces phases-là m'emmerdent un peu. Par contre, ouais, les phases où tu descends avec les cartes et tout. Alors, dans Skull King, en fait, ce que ça va rajouter, c'est tous les pouvoirs, évidemment, qui vont rajouter encore du chaos. Ça aurait pu être un jeu de Fade-Outil, je trouve, Skull King. Pour ce qui est de la dynamique de pari dont tu parlais, on parlera après de certains jeux qui, justement, vont, en fait, permettre de parier, pas forcément au début de la manche, et permettre éviter d'être trop dans l'impact tout de suite de, là, je vais parier tout de suite au début de la manche. Une des solutions, c'est aussi de faire des manches sans pari. T'as Zimbabwe Tricks / Inflation, donc un jeu de Shinzawa, qui est déjà très particulier. Moi, je sais que je fais d'abord une ou deux mains, où je dis, écoutez, on va juste découvrir le système, on oublie les paris et tout, et après, une fois que t'as compris comment ça marchait, ok, maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à parier, mais peut-être de faire découvrir d'abord sans les paris, puis de dire, maintenant, on va faire ça, et pour découvrir le système de jeu, quoi. Un des trucs que je reproche souvent à cette mécanique de pari, c'est qu'elle est très très punitive en termes de scoring. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions en fait à cette double frustration du déjà t'as mal prévu ton truc et en plus tu te prends du moins 25 points. Mais je sais qu'il y a Masato Uesugi, l'auteur de Paper Tales, qui avait travaillé sur un jeu de pli l'année dernière qui devrait sortir dans pas longtemps, je pense, via une campagne Kickstarter. Où en fait il a, un peu comme tu disais, au fur et à mesure de la manche, les joueurs vont appréhender un peu plus et ajuster la façon de faire des paris par rapport à leurs mains et à la façon dont leurs mains évoluent. Par exemple, au début, tu dis, je vais pouvoir faire 3 plis en pique, je vais peut-être aller sur cette mission-là, mais finalement, tu te rends compte au début de la deuxième manche que tu n'y arriveras pas parce que tu as déjà perdu 2 piques pour X raisons, et du coup, tu vas te réorienter sur d'autres types de paris pour pas dépasser en fait ton nombre de paris définis. Et il y a plein, je pense qu'il doit y avoir pas mal de méthodes qui permettent de contourner un petit peu cette frustration un peu trop forte. Dans Nokosuda, tu dois aussi faire t'as un pari.
Mais effectivement, tu vas connaître le nombre de plis qui au fur et à mesure de la partie, puisque c'est le dé qui te restera, en fait. C'est le dé que tu ne joues. On en parlera après de notre Kusudai, mais c'est le dé que tu vas pas jouer. Ce qui te permet parfois de te dire, bon, de toute façon, celui-là, je ne pourrais jamais faire, je dis n'importe quoi, t'as un 6, tu te dis, bon, bah, je suis très mal parti, je ferai jamais 6 plis. Dépêchons-nous de jouer ce 6 pour ne pas que je me retrouve avec lui sur les bras à la fin et que mon pari soit déjà foutu, quoi. Ça, c'est un moyen aussi où en cours de jeu, finalement, tu vas ajuster, t'as la possibilité d'ajuster en croisant les doigts que les autres ne te forcent pas à jouer pour justement te bloquer, quoi. C'est ça, parce que Nokosudai, c'est un vrai gros méchant, quoi, parce que tu peux forcer à ce que le dé qui reste, tu sais que tu mets l'autre dedans. Et dans Cat in the Box aussi, tu paries, mais de mémoire, tu marques quand même des points pour les plis que tu fais. Donc parfois, tu t'en fous un peu plus de rater ton pari, parce que si t'as fait quand même beaucoup de plis, bah au moins t'as quand même les points de tes plis, quoi. En fait, c'est juste, dans Cat in the Box, ça valorise le fait d'avoir réussi son pari par le scoring sur le plateau, ce qui est très important. Mais c'est moins punitif que valorisant dans l'autre sens. Voilà, t'as quand même une compensation avec le nombre de plis faits, quoi. Ouais, il y a une surcouche de scoring qui est... Ouais. On continue avec un autre jeu de ta liste, Iso ? Ouais, alors ça c'est un autre jeu que j'ai découvert toujours au Japon. Je pense pas que le jeu soit sorti en France d'ailleurs. Ça s'appelle Diamonds. C'était sorti chez Stronghold Games à la grande époque de Stronghold Games, quand il sortait encore beaucoup de jeux. C'est un jeu de Mike Fitzgerald, donc auteur américain. Diamonds, c'est un jeu qui est thématisé autour des casinos et des... comment on appelle ça, les coffres-forts des casinos. Et en fait, ce que j'aime dans le jeu, alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui reprocher une chose, c'est d'avoir trop de cartes en main. Mais ce problème dépassé, en fait, c'est un jeu qui va permettre de non seulement d'utiliser cette mécanique de plis habituelle, mais aussi d'avoir comment expliquer, des actions qui vont être jouées à notre tour quand on gagne le pli ou quand on le perd ou quand on joue une couleur qui n'est pas demandée. Et en fait, on va avoir pas mal de manipulations autour de la table, puisque au-delà des cartes, chaque joueur a un paravent qui représente en fait son coffre-fort, et on va essayer de récupérer un maximum de diamants, comme le nom l'indique, le nom du jeu l'indique. Et pour récupérer ces diamants, il y a plusieurs façons de les récupérer. On peut aller les chercher chez les autres, on peut les poser devant son coffre-fort, on peut les poser à l'intérieur du coffre-fort pour les protéger des vols. Et en fait, il y a toute cette dimension au-delà du jeu de pli, en fait, que je trouve passionnante. C'est un jeu j'y ai joué beaucoup, très régulièrement pendant plusieurs mois, il y a quelques années. C'est un jeu qui est resté vraiment très très fort dans ma mémoire et que je garde précieusement. Et si c'est un des jeux de pli que je conseillerais aux gens qui veulent un truc en plus au-delà du fait de jouer des cartes. C'est d'ailleurs en préparant un petit peu l'émission que je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai joué à tellement de jeux de pli uniquement construits autour des cartes que au fur et à mesure de mon cheminement dans la découverte des jeux de pli, je me suis rendu compte que j'adorais avoir un élément en plus de cette mécanique de jeu de pli de base. Et là, en fait, toutes les manipulations, le fait de gérer sa main de manière à jouer la bonne action au bon moment, perdre un pli au bon moment, ou alors se débarrasser de cartes d'une autre couleur au bon moment pour pouvoir interagir avec et ses diamants, son paravent, mais aussi les diamants des autres. Je trouve que ça apporte une dimension vraiment fascinante au jeu, quoi. C'est un jeu que je conseille très 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 vivement, qui se joue en plus de 2 à 6, donc c'est plutôt comment dirais-je, c'est des mots, des expressions en anglais, c'est horrible, mais le player count est vraiment vraiment intéressant pour ce type de jeu. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais le nombre de joueurs ou joueuses autour de la table, c'est un genre où c'est super important. Oui, quoi. Oui. Et où il y a des jeux qui marchent très bien à telle configuration, mais qui sont nuls à telle configuration et tout. Et ça, d'ailleurs, c'est un élément intéressant que tu soulèves, parce que je sais que, par exemple, quand je cherche des jeux pour des éditeurs occidentaux, la notion du nombre de joueurs, qui est en général très honnête dans les jeux de pli japonais, pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'éditeurs occidentaux. Et c'est vrai qu'on va très souvent voir des jeux qui se jouent de 3 à 4 ou alors de 4 à 5 uniquement. Et c'est vrai qu'en termes commercial, c'est pas du tout vendeur pour un éditeur aujourd'hui. Mais les auteurs, les autrices ont testé leur jeu et ont remarqué qu'en fait, sa configuration parfaite, c'était de jouer à 3 ou 4 joueurs, et pas à 2, ni à 5. Mais malheureusement, il y a des éléments qui font que pour le marché occidental, il faut pouvoir avoir une
une flexibilité plus large du nombre de joueurs et joueuses, quoi. Et ça, c'est parfois un peu frustrant pour. Ou bien t'as l'inverse, où t'as Nana qui a perdu sa configuration de joueur, ou Cocktail Games l'a retiré. Exactement. Ouais. Et ça, c'est plutôt audacieux, quoi, de se dire bon bah en fait ça marche pas bien. Enfin moi je trouve que c'est pas bien à deux, donc on va l'enlever. En plus de rajouter le mode dans l'équipe et tout, mais de dire bon bah tant pis, on se prive d'un nombre de personnes autour de la table, mais c'est la bonne expérience. Ouais, et puis en plus, de mémoire, c'était bien l'auteur qui avait confirmé que c'est vrai qu'à deux, ça marchait pas, mais qu'il avait envie de mettre deux sur la boîte, quoi. Alors, jamais joué à Diamonds, moi. Moi non plus, je connais pas du tout le. Ça, c'est un jeu que je conseille très régulièrement, et j'ai jamais compris pourquoi le jeu était jamais sorti en français. Je pense que c'est un jeu qui a eu un gros succès aux États-Unis, pour un jeu de pli en tout cas, et puis surtout qu'il est sorti en 2014, donc c'était avant la hype. grande époque du jeu de pli qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est vraiment un jeu que je conseille à tout le monde. Alors, on va continuer avec un autre jeu de 2014, qui est un jeu probablement un des grands auteurs du jeu de pli, et peut-être le plus grand spécialiste japonais, non, du jeu de pli. Aujourd'hui, en tout cas dans la population des auteurs et autrices japonais, c'est pour moi l'auteur le plus important dans le monde du jeu de pli. Même s'il fait pas que du jeu de pli, mais il fait quand même très très généralement des jeux basés sur des cartes. C'est Shinzawa Taiki, donc Taiki Shinzawa. Désolé, je fais d'abord le nom de famille et ensuite le prénom. Et c'est un jeu qui s'appelle Luis dans son nom original. Donc en fait c'est lumière en espagnol luz, qui a été mal retranscrit en japonais. C'est un jeu qui est sorti chez Colo-Colo-Do, qui est un petit éditeur japonais très sympathique, qui sort assez peu de créations originales, mais qui commence à se développer un peu plus depuis quelques années. Et c'est un jeu qui est sorti là aussi en 2014, qui a été réédité donc par cet éditeur dont je viens de parler, et qui est un jeu qui pourrait évoquer un petit peu le jeu d'Antoine Boza, Anabi, puisque les joueurs ne voient pas les valeurs qui sont indiquées sur leurs cartes. Alors, ils peuvent voir les couleurs de leurs cartes, mais pas les valeurs. Et même si elles sont classées dans l'ordre par les autres joueurs, il y a évidemment beaucoup de doutes sur l'information. On n'a pas une information claire, en fait, de ce qu'on a en main, puisque en plus, on ne touche même pas les cartes si on joue avec des porte-cartes. Et ça, c'est vraiment une idée qui, là encore, un twist qu'on n'attendait pas. C'est fou parce que ça paraît tellement évident en plus comme twist quand quelqu'un, pour tous les gens qui ont joué à Anabi dans leur vie, de se dire qu'on pourrait faire ça. Ouais. Et personne n'y a pensé avant. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué dans sa réédition, parce que je l'avais pas découvert à sa première sortie. Et puis par transparence, il est aussi à noter que c'est un jeu que j'ai trouvé donc pour un éditeur occidental. C'est important de le préciser. C'est Yelloa, tout le monde. Enfin, il y a eu des images, etc. Rémi Mathieu que j'avais interviewé, il en avait parlé en fait. C'était son jeu coup de cœur, et après on a su que il serait localisé par Yellow. Ouais. Ouais, parce que Rémi aime aussi beaucoup Taiki Shinzawa, et c'est vrai que les jeux c'est marrant, mais les jeux de Taiki Shinzawa que je suis depuis très très longtemps, et Flavien doit le savoir, il en a marre que je cite toujours cet auteur, mais c'est vraiment un auteur qui pour moi est ultra marquant, vraiment vraiment très important, qui mériterait de vraiment rencontrer un succès un jour, un gros succès, j'entends. Et c'est un auteur que je suis et dont je présente les jeux religieusement depuis des années, et qui jusqu'à aujourd'hui, c'était très 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 difficile de trouver des éditeurs prêts à s'engager. Des éditeurs français, ouais, intéressés. Et c'est vrai que là, depuis 3-4 ans, Flavien l'a cité tout à l'heure, mais Allplay, qui se sont lancés dans ce marché de niche via Kickstarter, notamment grâce à Nathan James, qui est un sourceur pour eux, qui vient régulièrement au Tokyo Game Market aussi. C'est quelqu'un qui appartient à la communauté des amoureux du jeu de pli avec Taylor, puisqu'ils sont très bons amis avec Nathan. Et c'est lui qui a apporté ce type de jeu chez Allplay, et c'est un peu grâce à lui qu'il y a une renaissance aussi aux États-Unis du jeu de pli, et notamment la découverte des jeux de Taiki Shinzawa, quoi. Ça, c'est vraiment un élément important, et c'est vraiment un auteur qui, je pense, mériterait un jour de rencontrer un grand succès, quoi. C'est un très grand créateur de jeux.
c'est un auteur majeur du genre qui a une vraie communauté de fans aux États-Unis. Hein. Moi, je vois sur le Discord du Portland Game Collective, il y a vraiment, c'est un des rares gars où vraiment il y a des classements sur ses meilleurs jeux et tout, parce qu'il en fait beaucoup. Moi, je trouve que c'est un auteur, lui, c'est le roi du twist en fait. Tu vois, Lose. Alors attention, Lose, je sais pas comment. Faut pas avoir l'idée que ça va être par rapport à Lose à perdre. Non, c'est vraiment la lumière. C'est ce que tu disais, mais. Oui, c'est L-U-Z en fait. Ouais. Parce que ça pourrait laisser penser que c'est une blague là-dessus. Et en fait, il y a plein de trucs à dire. C'est que Shinzawa, moi je trouve que c'est un peu un twister, mais que derrière, tu vois, il a pas la puissance des auteurs allemands des années 90. Je trouve que souvent, le twist est génial, mais le résultat, que ce soit au niveau du scoring et tout, c'est un peu anodin. Et qu'en fait, il a plus des très très bonnes idées que des bons jeux. Mais par contre, ses idées sont incroyables, quoi. Et on parlera de plusieurs de ces jeux. Moi, c'est un auteur dont j'adore découvrir les jeux à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Et des trucs où tu te dis, mais où est-ce qu'il allait chercher ce truc-là ? Il y en a plein. Je sais que on s'était mis une limite au nombre de jeux de Taiki Shinzawa qu'on pouvait citer dans cette émission, mais je sais pas, je pense à Green Fivula qui est sorti il y a pas longtemps. Enfin, il a toujours des twists. Ouais, ou Pin Combi Trio, alors c'est un jeu de défausse, parce qu'il fait aussi des jeux de défausse, mais où. Oui. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Enfin, comment il va chercher ces trucs, c'est incroyable. Par contre, derrière, effectivement, le jeu, est-ce qu'il est plaisant ou pas derrière ? Pas toujours, je trouve. Et je trouve que. Ouais, je te rejoins sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est un auteur qui mériterait d'avoir un suivi et un vrai développement sur certains de ses jeux pour améliorer, ne serait-ce que, tu vois, le scoring, des fois c'est un peu déséquilibré, des fois c'est un peu... J'ai l'impression je pense qu'il s'en fout en fait un peu, tu vois. Il a trouvé son idée, il se dit bon bah voilà, je vais maintenant la mettre en place. C'est ça, et puis c'est un auteur hyper prolifique, en général c'est 1 ou 2 jeux à chaque game market, donc t'imagines, ça fait 4 par an. Tu sais, il a fait Shiu Dealer, pareil, tu vois, récemment. Et qui pareil, en fait, moi j'ai joué parce que c'est un jeu qui a 2 faces. La A-side et la B-side, et donc Paul Gara et Iso, enfin ça parlera aux gens qui avaient les cassettes audio. Oui. Parce qu'en fait la A-side c'est un truc, bon moi j'ai pas aimé plus que ça, mais en fait la B-side c'est un jeu totalement expérimental, un peu chelou, qui correspond en fait thématiquement à la B-side d'une cassette, tu vois. Enfin, il a trop des idées folles, quoi. Mais alors pour revenir sur cette notion de en fait c'était les cassette tape games, enfin les tape games comme ils appelaient ça. Ouais. En fait c'était un projet qui avait été mis en place par Sashi et Jun Sasaki de Home Games, etc. Ils étaient pas mal d'auteurs à faire ça, et c'est étonnant que par hasard Taiki Shinzawa ait aussi sorti un jeu sous ce forme-là dans une comment dirais-je, une boîte de cassettes audio des années 90. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup Shiro Dealer. C'est un jeu que j'aime bien, la face A. Je trouve que c'est assez chafouin. C'est un jeu qui me plaît bien. Mais là encore, c'est vrai qu'on est face à un jeu qui est un petit peu cassé. Mais j'aime bien aussi ce genre de jeu un peu cassé. Ouais, moi j'adore les découvrir. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, donc le côté Hanabi, en fait il y a 2 choses dedans. Il y a à la fois le fait de voir le dos des cartes. Et ça, pour le coup, Alex Randolph l'a fait dès les années 80 avec Scan. C'est assez incroyable de se dire que ouais. Mais où, en fait, c'est ce que je dis souvent quand je parle de jeu de pli. C'est bien d'utiliser ce genre de cartes pour faire découvrir le jeu de pli. Des cartes où tu vois en fait la couleur au dos, comme ça, c'est une information que tu peux apprendre et que tu peux utiliser. Et ça permet d'appréhender plus facilement. Donc il y a ça, où Nine Lives a ça aussi. Il y a plein de jeux en fait qui utilisent aujourd'hui ce dos de cartes comme information. Mais comme un autre jeu où tu utilises ça, mais où en plus tu retournes les cartes vues par les adversaires, donc où tu rentres dans du jeu de déduction, comme dans Hanabi, par prise d'infos, c'est Vamp on the Batwalk, qui est un jeu américain, où c'est exactement le même truc, c'est-à-dire que moi je connaissais pas Lose avant, et je me suis dit, waouh, il a fait le jeu de pli en Hanabi, et c'est exactement pareil, c'est-à-dire que tu retournes aussi tes cartes, donc tu vois celles des autres, il y a quelques twists en plus sur certains effets de cartes, où il y a certaines cartes qui battent les autres, etc. Moi je sais que c'est des jeux trop brain pour moi, parce que tu as beaucoup d'infos à prendre et pour faire de la déduction, mais l'idée est trop bien, quoi. Ok, on continue avec un autre jeu justement qu'on a déjà cité, du même auteur, c'est Nine Lives justement, où tu le dis, on retrouve cette particularité d'avoir la couleur des cartes de ses adversaires, on la voit, on ne connaît pas les valeurs. On va devoir prédire, comme on le disait, le nombre de plis qu'on va faire. En plaçant notre petit chat, parce que c'est une thématique avec des chats. Alors j'ai compris que la version américaine et la version japonaise se ressemblaient pas exactement, n'étaient pas du tout les mêmes au niveau où il y avait une souris dans l'un et pas dans la version américaine. Et donc en fait on va placer notre jeton chat sur une sorte de tapis pour dire le nombre de plis. On peut le placer d'une façon où on dit je ferai 5 plis et si j'y arrive, je marquerai beaucoup de points.
Ou alors je dirais, je vais faire 5 ou 6 plis. Et si j'arrive à faire 5 ou 6 plis, donc j'ai un peu de modularité, forcément je gagnerai un peu moins de points. Et un autre twist du jeu, c'est que si je gagne le pli, je dois récupérer en main une des cartes du pli, sauf celle que moi-même j'ai jouée. Ce qui fait qu'on va se retrouver très rapidement avec tout le monde n'a plus le même nombre de cartes en main. Et la partie s'arrête quand un joueur a totalement vidé sa main. Je pense que c'est ça le twist, c'est vraiment le end building un petit peu où tu récupères des trucs et tout qui vraiment est différent. Et du coup, quand tu vois que quelqu'un n'a plus qu'une carte en main et que toi t'as dit que tu t'étais engagé parce que t'avais une super main de départ et que t'as encore beaucoup de cartes mais que t'as pas du tout, t'es encore loin de ton pari, enfin de ta prédiction. Bah là, tu dis, il faut surtout pas que cette personne, il faut que je me débrouille pour que cette personne gagne le pli, pour qu'elle récupère une carte et que ça prolonge un peu. Tu vas beaucoup devoir temporiser en fait le déroulé des plis, quoi. Donc toi, tu as pas joué, Flavien, mais toi, Iso, j'imagine que tu as joué. Non, celui-là, j'y ai pas joué. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'y ai pas joué à celui-là. Parce que c'est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps, hein. C'est 2015, je pense. Et après, c'est ressorti chez Allplay, j'imagine. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la version All Play, alors avec et en plus, comme c'est des chats, bah, bien sûr, j'ai acheté la version upgradée avec des très beaux chats. Évidemment. Des très beaux meeples de chats qui sont vraiment magnifiques. Voilà. J'ai essayé de jouer avec Manaya comme pour la mettre sur le tapis pour parier, mais elle a pas voulu se laisser faire. Après, ton pari, il change pendant la partie, quoi. Voilà, mon pari changeait pendant la partie, ce qui est un peu gênant. Du coup, t'as vraiment beaucoup de... Enfin, tu penses le pli que tu vas faire, mais tu te dis aussi déjà, il faut que tu penses à ce que tu vas ramasser et comment tu vas gérer ce tempo, en fait, pour être sûr d'arriver le mieux possible à ta prédiction, quoi. Donc, c'est très brainy et t'as toute cette interaction au moment où tu donnes ton contrat parce que vraiment, potentiellement, tu bloques les autres et tu les mets dans des situations qui les arrangent pas du tout, quoi. Voilà. Moi, c'était vraiment une très bonne découverte sur la version All Play, quoi. On continue avec un jeu dont on a parlé aussi tout à l'heure, Flavien. No Kosu Dice, donc un jeu de pli où tu as aussi des dés qui sont tes cartes. Voilà, et qui sont des cartes, mais en main ouverte, puisque tes dés, tu vas les récupérer via un système de draft qui est aussi assez original, mais surtout, tu vas du coup les prendre et les mettre devant toi, et c'est des cartes que tu peux jouer et que les autres connaissent. Et le dé que tu restes, tu vas pas le jouer, c'est ce que tu disais, Paul Gara, tout à l'heure, c'est celui qui va constituer ton pari, que donc tu vas pas décider au début. En fait, au début, tu vas avoir, je crois, 4 dés, et donc ça va dépendre de comment se déroule la partie, sachant que il y a des gens qui peuvent te pourrir un petit peu et faire en sorte que tu te retrouves avec le dé que tu espérais pas. Mais donc il y a ce système No Kosu Dice, je crois que c'est, tu me diras Iso, mais c'est plus ou moins le dé laissé de côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. Abandonné. Et parce qu'il y a ce système de draft où tu sors un certain nombre de dés que tu roules et tu vas faire un draft de dés qui est un peu long game et qui permet, en fait, c'est une phase très intéressante quand même, parce que tu prends des dés selon les couleurs que tu as, est-ce que tu as des coupes, machin, truc, est-ce que tu veux des valeurs fortes, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux laisser à la fin, parce que le dé que tu vas laisser à la fin, il sert d'atout. Et donc la couleur du dé, c'est l'atout, et la valeur du dé, c'est l'atout. Alors je sais plus lequel, il y a un atout et un super atout. C'est la valeur qui est la plus forte, ouais. Alors c'est le plus chiant à expliquer, je pense, dans le jeu, mais c'est l'idée que si tu laisses un 6, tous les 6 seront meilleurs que d'abord la couleur d'atout, puis ensuite t'as toute la couleur d'atout, puis t'as la couleur demandée, puis t'as n'importe quoi d'autre. Alors ce double atout, un peu, ce super atout, c'est pas le seul jeu qui le fait, il le fait très bien. Je trouve que du coup la phase de draft, on peut la trouver lente, mais elle a plein d'implications, du coup tu la fais pas non plus sans t'y impliquer. C'est vrai que le jeu, en fait, implique beaucoup de manipulation avant la phase de pli, finalement. Et que quand toi, tu te dis, on va jouer à un jeu de pli, et c'est assez immédiat, t'as toute cette phase de il faut piocher les dés, ensuite il faut les faire rouler, et puis ensuite il faut drafter, et ensuite il faut voilà, et après seulement on va se lancer dans la partie, quoi. Et ça, tu savais que les parties sont assez longues quand même, on peut le dire, hein. C'est un jeu qui a énormément de hype, hein. Alors on l'a vu à Essen dernier, mais ça fait des années aux États-Unis, enfin du côté anglophone, que les gens se l'arrachent. Alors il est ressorti là récemment sous une version de 3 à 5, avant c'était uniquement 3-4. Pour l'info, si jamais vous avez Parade et Sagrada, moi j'y jouais comme ça avant de le récupérer, vous pouvez y jouer, puisque Parade et Sagrada ont les cartes et dés de même couleur, donc ça marche, voilà. Mais ouais, et c'est l'occasion aussi de dire que l'illustration, c'est par Saibepu, qui est une illustratrice star dans ce milieu-là, et qui, moi, je trouve très très talentueuse. C'est elle qui avait fait Nana, par exemple, au début, c'est elle qui a fait plein de trucs, et j'adore ses illustrations. Elle est très... qui fait aussi partie des... Elle est très 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 prolifique, hein. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'elle est pas mal impliquée dans le... elle a aussi un peu comme
Hasegawa Tori dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il y a quelques illustrateurs et illustratrices comme ça qui sont très très ancrés dans la culture d'origine du jeu de société au Japon. Et notamment, elle est gauchère. Elle est gauchère et du coup, elle essaye parfois de dire un petit mot sur le double index et de dire un machin et ça a une importance, quoi. Là, tu vois, les all-play qui sont sortis, Lunar, Mori, etc. Au début, il n'y avait pas de double index. Alors, il est possible qu'on ait un peu râlé sur le Discord du Portland Game Collective en bon français en disant ça va pas là. Et finalement, ils l'ont mis. Donc, c'est que des fois, ça sert. Mais Sai Beppu œuvre aussi là-dessus de ce côté puisqu'elle-même est gauchère, quoi. Noko Sudai, c'est intéressant parce que là, on entre quand même dans le jeu de pli qui est vraiment pour joueurs experts, on va dire. Ouais, c'est vraiment pas le plus accessible du tout. Et c'est un jeu qui a eu une histoire assez longue et compliquée. Là, la réédition que vous connaissez, donc qui est sortie chez N-Games, donc l'éditeur japonais, qui a fait pas mal de buzz à Essen. Le jeu a eu pas mal de, il y a eu pas mal de changements qui ont été apportés au jeu, notamment en termes de règles, mais aussi de matériel, qui sont en fait je vais pas trop en dévoiler parce que je pense que l'éditeur voudrait pas que j'en parle trop, mais disons qu'il y a eu une aide extérieure d'un autre éditeur américain qui était intéressé par le jeu, qui a apporté des petites idées comme ça mécaniques, enfin de rajout de matériel ou de petits changements, notamment sur le nombre de joueurs, tout ça, qui ensuite c'est vraiment parti en comment dirais-je, la situation a vraiment tourné vinaigre et du coup maintenant le jeu risque de disparaître de cette version-là pour revenir sous une autre version qui ressemblerait à la version originale, donc de 2016, qui était déjà aussi édité par N-Games. Donc c'est un jeu qui a plusieurs vies, qui est en souffrance pour l'instant. J'espère qu'un jour on pourra le trouver plus facilement sur les marchés et français et américains, enfin français et européens. Mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Et puis même au Japon, là, après Essen, c'était du délire hein, pour trouver le jeu. Le jeu se vendait à prix d'or. Là, je regarde même sur BGG, les gens vendent ça à 75 balles, quoi. Franchement. Je confirme que quand on s'était vu au Japon, c'était après Essen et tu m'avais dit c'est à ce moment-là que j'ai pu récupérer l'exemplaire pour Flavien et moi et tu m'avais dit ouais c'est très compliqué là. Ouais, bah même ici il est introuvable. Si je connaissais pas l'éditeur, j'aurais jamais trouvé le jeu en fait. S'il m'avait pas envoyé des exemplaires pour vous, j'aurais jamais trouvé. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui a une vie compliquée, qui mériterait d'avoir plus de succès et de rencontrer un public plus large, même si c'est un jeu qui est, on va le dire, plutôt expert. C'est un jeu qui a une vie un peu complexe, quoi. C'est dommage parce que je me disais qu'après le buzz énorme qu'il y avait eu à SN, d'un seul coup, 75 partenaires mondiaux voulaient faire le jeu, et au final... c'est un jeu compliqué à éditer aussi. Oui, parce en que termes de tarifs, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes de coût de production, c'est un jeu il y a beaucoup de dés et ça coûte cher des dés. Et du coup, c'est un peu compliqué de l'amener sur des marchés occidentaux où on veut qu'un jeu de cartes coûte pas plus de 15 €, quoi. Un jeu de pli, ouais, c'est ça. On a des fourchettes de prix un peu fantastiques psychologiques qui sont très importantes. Et je comprends, hein, je veux dire, quand tu dois acheter un jeu où tu vois qu'il y a que des cartes et quelques dés et tu dis 25 €, ça fait un peu cher. Il y a d'autres jeux avec plus de matériel, c'est un peu plus sympa à poser sur la table. C'est des barrières psychologiques qui sont importantes chez les gens qui achètent des jeux, et c'est vrai que là, ce jeu en pâtit beaucoup, quoi. Mais du coup, c'est vrai que la hype à Essen a surpris les francophones, tu vois, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, alors que si tu suivais un peu ce qui se passait du côté anglophone depuis quelques années, c'était absolument pas étonnant, quoi. Nous, on y avait joué bien avant Essen, Flavien. Ensemble. C'est vrai que quand je l'ai vu buzzer comme ça, j'ai été pas étonnée en fait parce que on connaissait déjà le jeu avec Flavien, il m'en avait déjà beaucoup parlé. Et après, je suis d'accord avec toi que ça fait partie de ces jeux de pli qui sont comme Cat in the Box très gamer dans le sens où il faut quand même déjà être rompu au jeu de pli parce que ça te rajoute ça te bouscule quand même dans tes habitudes. Ouais, il y a plein de surcouches en fait. Je pense qu'il pourrait être un peu épuré, notamment sur le scoring, tu sais, où comme dans 99, si tu réussis, à la base t'as un pari aussi en plus, donc si tu réussis ton pari, tu marques des points, mais en plus si t'es le seul à faire ton pari, tu gagnes X points. Tu gagnes plus de points. Ouais, il y a beaucoup de petites couches de trucs qui s'ajoutent qui font que quand tu sors, et comme les parties sont assez longues avec la phase de manipulation, tu sors de là, t'as vraiment le cerveau qui fume, quoi. On va continuer avec un autre jeu pour toi, Iso. De 2017. Oui, un autre jeu qui est un autre jeu important dans
dans mon cheminement et dans ma découverte du jeu de pli, c'est Tournament at Camelot, qui est sorti chez WizKids en 2017 à l'origine. Alors, dont les auteurs, ils sont 3, c'est Karen Boginski, Jody Boginski-Barbessi et Kenneth C. Shannon III, le 3e, hein, dans la longue lignée des C. Shannon. C'est le 3e, c'est son nom en fait, c'est pas le 3e auteur, mais c'est aussi le cas. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, son univers qui est complètement, qui paraît désuet dans cet univers très médiéval. On a l'impression de jouer avec des tapisseries qu'on trouverait sur les murs d'un château médiéval dans la campagne française. Une chose qui me plaît dans ce jeu, c'est qu'il détourne un petit peu le jeu de pli tel qu'on connaît ou tel qu'on l'envisage habituellement, pour notamment au niveau du scoring, les joueurs et les joueuses participent à un tournoi. Et évidemment, on va essayer de blesser nos adversaires et de réduire leur point de vie le plus bas possible. Et en fait, il y a une grosse variation dans le type de cartes qu'on va jouer. Évidemment, il y a des couleurs et des valeurs, mais il y a aussi des cartes qui n'ont ni valeur ni couleur, qui vont permettre d'apporter de la flexibilité en fait à la main des joueurs. Et il y a un autre aussi deck de cartes qu'on appelle les Godsend, donc ils sont en fait des faveurs des dieux pour les joueurs qui sont un peu en difficulté. Et chaque joueur va incarner 2 personnages, en général un couple, toutes les comment dirais-je, les personnages principaux importants, le roi Arthur, etc., qui ont des pouvoirs particuliers. Ce que j'aime dans le jeu, en fait, c'est de me rendre compte qu'on peut faire un jeu aussi moche. C'est vraiment pas gentil parce que j'aime bien ce visuel pas très joli pour le coup, mais je trouve qu'il y a un petit côté, ça sent un peu de la naphtaline, j'aime beaucoup. Mais on peut faire un jeu qui est pas très très visuellement intéressant, qui est en tout cas pas attirant pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui amène des choses un peu différentes au jeu de pli. Et j'aime vraiment beaucoup ce jeu, quoi. J'ai du mal à l'expliquer et à le vendre, je m'en rends compte. Mais je trouve que la richesse, en fait, de son matériel, et notamment de tous les personnages, des cartes Godsend dont je vous parlais, le fait d'avoir des cartes, et d'ailleurs je me demande si Cat in the Box ça serait pas inspiré un petit peu de ça, mais il y a les cartes alchimie notamment dans le jeu qui en fait peuvent représenter n'importe quelle couleur. Il y a tous ces éléments-là qui, cumulés ensemble avec le fait d'avoir pour objectif en fait de faire tomber de cheval en gros lors d'un tournoi médiéval ses adversaires. Et il y a un élément qui me plaît beaucoup en fait, c'est ce qu'ils appellent le shame. Donc c'est la perte d'honneur en fait quand on peut pas jouer. Et du coup on prend des dommages parce que on est tellement honte qu'on prend des dommages, quoi. Et il y a plein d'éléments comme ça qui sont au-delà en fait de la mécanique, au-delà du jeu de pli habituel. Qui me plaisent beaucoup. Et c'est un jeu qui, je sais pas s'il est très très connu. Je sais, apparemment, il est sorti en France chez Ori Games. Ouais, chez Ori Games, ouais, avec la suite aussi, le tournoi d'Avalon. Ouais, d'accord. Le tournoi de Camelot, ok. C'est assez récent, 2022, d'accord, ok. Mais c'est un jeu que je conseille. Je sais pas s'il a fait grand bruit en France, mais je pense que c'est un jeu qui a eu un beau petit succès aux États-Unis. C'est comme ça que je l'ai découvert en fait, c'est via des joueurs américains principalement, et c'était le cas aussi pour Diamonds, hein, mais voilà, je le conseille si vous avez l'occasion de tomber dessus ou d'y jouer en tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil. Ouais, moi j'avais compris qu'il joue jusqu'à 6, mais qu'en fait à 6 ça peut être super long, quoi. Enfin il y a vraiment ouais, c'est ça, il faut éviter la configuration maximale. Ouais, il faut jouer à 4, hein, je veux dire c'est toujours la même question de comment vendre un jeu au plus de joueurs possible, quoi. Je pense que le jeu a une configuration idéale à 4 joueurs joueuses, mais sur la boîte c'est du 3-6 parce que ça peut se jouer à 3-6, sachant que c'est comme les gros jeux de stratégie. Quand tu mets 5 joueurs, tu te rends bien compte que ça prend un temps fou et que personne n'a envie de jouer à 5 joueurs, quoi. Et c'est la même chose pour ce jeu où tu vas pas y jouer à 6. Moi, je conseille vraiment d'y jouer à 4 uniquement. Éventuellement à 3 si vous n'avez pas de 4e partenaire, mais à 4 c'est vraiment parfait, quoi. Ça reste dans le temps, dans les 45 minutes annoncées en tout cas.
On continue avec un jeu. Alors là, celui-là, il faisait l'unanimité puisque, alors moi, je n'y ai pas joué, mais vous l'aviez mis tous les deux dans votre liste. Et j'en entends parler par Flavien depuis très très longtemps. J'aimerais vraiment pouvoir le découvrir. C'est Yokai Septet. Et oui, évidemment. Visuel incroyable déjà. Moi, j'adore les visuels du jeu. C'est Yio et Muneyuki Yokuchi qui ont... Enfin, je sais pas qui est l'artiste. L'auteur, c'est Muneyuki Yokuchi, donc ouais. l'auteur de Cat in the Box. Et pour les illustrations... Je le vois pas sur BGG, il est dans la règle, mais je l'ai pas juste là. Mais en tout cas, il y a un univers... À mon avis, c'est... ouais. Un univers visuel assez zinzin qui, moi, avec en plus dans la version de Ninja Star Games, donc parce que là aussi, Dan, du coup, l'a importé aux États-Unis. Il y a des cartes foil et tout. Bref, voilà, c'est de l'artifice éditorial, mais qui pour moi sur ce jeu-là marche extrêmement bien. Ah bah c'est le deuxième effet Kickstarter. Hein. Illustrator U, c'est écrit juste U, un U, voilà. Et donc Yokai Septet, c'est un jeu qui à la base est à 3 et 4. Je parlerai de la variante à 2 parce qu'elle est très intéressante, mais qui est de Muneyuki Yokuchi, donc on l'a dit, c'est Cat in the Box, mais aussi c'est un auteur super fort aussi de manière générale. Il a aussi fait un jeu de stop ou encore, qui est un genre que j'aime beaucoup, qui est Only One Collection, que je trouve très très brillant. Et bon, alors je connais pas l'histoire de Yokai Septet, mais c'est un jeu qui date déjà avant il s'appelait en 2015 Seven Symbols in Seven Nations. C'est comme ça que j'ai découvert moi la première fois. C'est sous cette. Alors c'est un jeu qui avait déjà juste pour marquer un peu historiquement le jeu avant sa sortie chez Ninja Star Games. C'est un jeu qui est sorti donc en 2015 au Game Market, qui a ultra buzzé, qui est très vite disparu du marché. C'était très très difficile de le trouver. J'ai eu la chance de le trouver via un ami qui voulait pas le garder. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Et le jeu est ressorti très très vite ensuite. La proposition de ressortir le jeu est arrivée très très vite, même si le jeu est arrivé un peu plus tardivement dans les mains des joueurs. Mais avec Dan, donc de Ninja Star Games, oui. Ouais, et du coup, ça fait partie des jeux qui a énormément buzzé parce que Shut Up and Sit Down en a fait une critique qu'ils ont adoré et derrière, ça a été complètement sold out, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de se le procurer pour le moment. Des fois, j'ai mon dealer britannique, donc Ben, de travelgames.co.uk, qui vend maintenant en France sans qu'on ne soit obligé de passer en MP parce que avant il fallait passer en privé et tout. Bon, vous aurez des grosses taxes de douane avec le Brexit et tout. Mais il l'a de temps en temps. Alors je sais ça parce que j'ai un pote qui avait adoré quand il l'avait découvert et je l'ai vu arriver. J'ai dit vas-y, il est arrivé, il l'a pris, mais c'était la version coréenne donc il n'avait pas les cartes foil. Tant pis pour lui. Sinon c'est le même jeu. Alors je sais pas si l'information est déjà officialisée, mais il va arriver en français, je crois. La semaine dernière que Dan pourrait refaire une nouvelle version de nouveau via Kickstarter ou autre. Oui, tout à fait. Cet été, ça arrive une version mini Yokai Septet, je crois, une version plus petite, Pocket peut-être, qui devrait arriver cet été. Et alors j'ai entendu, pour le coup, je m'intéresse un peu à tout ça et tout, mais que ça devrait arriver en français. J'ai entendu ça sur certaines chaînes YouTube. Alors prenez ça avec vraiment des grandes pincettes parce que j'ai aucune autre source que des chaînes YouTube qui disaient ouais, achat en français, genre Passion Pli, etc. Romain qui en parlait, je crois. Prenez-le pas comme acquis. Hein. Et donc Yokai Septet, c'est un jeu principalement en équipe, sauf si on joue à 3, mais à 4, où on joue en équipe et qui est basé sur le chiffre 7, où il y a 7 couleurs. Chacune des couleurs a 7 valeurs qui n'ont pas la même fourchette, c'est-à-dire que le vert, ça va aller du 1 au 7, puis ça va être du 2 au 8, etc. Donc comme ça, il y a une espèce d'escalier, une petite aide de jeu qui permet de s'y retrouver, en plus de l'aide de jeu qu'il y a sur les cartes. Et l'idée, c'est de réussir en équipe. Alors, il y a des échanges de cartes et tout, c'est pas forcément ce que je préfère, notamment quand tu commences, parce que tu sais pas quoi donner à ton partenaire. Il y a vraiment plein de petites conventions, un peu comme dans Hanabi, tu vois. Enfin, il y a plein de conventions qui font que. Mais après, quand tu joues, du coup, ton but, c'est soit d'avoir assez de 7, donc il y a 7 sets, et les 7, c'est les cartes qui donnent des points. Plus ou moins selon, si le 7, elle est maîtresse, par exemple, dans le vert, elle donne pas de points, parce que c'est facile de gagner avec le 7 vert, tu vois. Par contre, le 7 bleu, qui est la carte la plus faible de la couleur bleue, elle donne beaucoup de points, parce que c'est compliqué de le placer pour le gagner. Il y a un atout qui est déterminé au hasard et tout, et c'est du must follow, donc on doit suivre à la couleur, et le but c'est, je crois, d'avoir 4 sets sur les 7, donc la majorité des 7. Donc ça si une équipe arrive à avoir les 4 sets sur les 7, fin de la manche, on compte les points qu'il y a sur les 7, ça fait des points, il faut arriver à 7 points pour gagner la partie. Donc on fait des manches jusqu'à ce qu'une équipe arrive à 7. Mais le truc, c'est que si une équipe gagne son 7e pli sans gagner son 4e set, fin de la manche, et cette fois,
c'est une défaite pour l'équipe qui a pris le 7e pli. Et tous les sets qui sont encore en jeu vont dans l'équipe adverse, qui sont scorés, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, alors c'est pas hyper clair dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué en termes de dynamique, c'est juste que tu as une dynamique très attaque-défense. Là, tu vas aller chercher les sets, mais là, tu vois que tu commences à prendre trop de plis et que donc c'est dangereux. Les autres, ils essayent de faire de la rétention sur leurs sets, du coup, tu vas essayer de leur laisser la main, quitte à perdre un set et tout. C'est vraiment des dynamiques que j'adore. Qui marche super bien. C'est rigolo parce que des fois tu te retrouves avec des scores qui sont genre du 9-0 à la fin de la partie, mais c'est pas du tout représentatif de la tension du jeu parce que chaque manche peut être super tendue quand bien même à la fin ça fait un 9-0. Ça reflète pas la tension qu'il y a dans chacune des manches. Oui, je suis assez d'accord. C'est vraiment cette notion de tension qui est vraiment importante autour de la table. C'est tout bête, hein, mais le fait d'avoir ces valeurs différentes selon les couleurs et cette mécanique de 7e pli, où si t'as pas réussi en équipe, en tout cas, à gagner ton 4e set, il y a plein d'éléments nouveaux, en fait. Il y a plein de choses complètement folles dans ce jeu. Ce qui fait qu'il n'est pas accessible. Par contre, il est très difficile. Et le card counting, pour ceux qui aiment bien compter, est très difficile parce que dans chaque valeur, chaque couleur, c'est des valeurs différentes et tout. Exactement. Et tout suivre, ouais, c'est pas évident. Mais c'est vrai que moi, franchement, personnellement, je le préfère à Cat in the Box, tu vois, même si ouais, moi aussi. d'une certaine manière, c'est deux jeux qui sont complètement fous quand on parle de jeux de pli. C'est vraiment un jeu pour lequel j'ai beaucoup plus d'amour, tout simplement. Moi, je préfère les sensations qui s'en dégagent. Et il y a une variante de joueur de Sean Ross. Sean Ross, c'est un Américain qui est très très fort dans les jeux à 2. Il a fait Vidrasso, je t'avais fait jouer Paul Gara, je crois. Et c'est lui qui a fait le Haggis. Haggis, lui aussi, ouais. Qui est brillant aussi à 2 notamment. Dickory aussi, qui est un jeu d'escalade. Et sa variante est super maligne, c'est-à-dire qu'en fait, il aime bien la mécanique d'homme de paille. Alors, pour faire court, vous voyez dans Seven Wonders Duel, le fait que ce soit, t'aies des cartes face cachée ou comme au Mahjong, tu sais face cachée et qui sont recouvertes par des cartes face visibles, ce qui fait que ça met de l'inconnu dans une partie à 2 joueurs et ça crée une dynamique passionnante parce que, en fait, donc, pour révéler les cartes face cachée, c'est quand tu joues les cartes qui sont au-dessus, qui sont face visible, ça va dévoiler des cartes face cachée et tu les retournes à ce moment-là. Ce qui fait que des fois, tu vas avoir des coupes que plus tard dans la partie, ne va plus être une coupe parce que tu vas avoir retourné une carte de cette couleur-là. C'est super intéressant, c'est une variante qui marche vraiment très très bien. Je la trouve vraiment très solide, alors qu'on pourrait se dire que c'est un jeu exclusivement à 4, tu vois, en équipe. Franchement, c'est assez brillant et Sean Ross est trop fort dans les jeux à 2, quoi. Intéressez-vous à ce qu'il fait de manière générale, quoi. Et là, je me rends compte un petit peu en regardant BGG qu'en effet, Dan a annoncé qu'il allait refaire une campagne Kickstarter, en effet. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un de vos favoris. Ah oui, il fait confondu. partie clairement des jeux qui sont parmi les plus importants que j'ai dans ma collection, quoi. Et en plus, il est trop beau. Ce qui ne gâche rien, tu vois. Ouais, ce qui te rajoute au plaisir de jeu, quoi. Donc moi je continue alors avec le jeu d'après, c'est encore un jeu de Shinzawa, c'est Ghost of Christmas, qui a cette particularité où on va jouer 3 plis en même temps, en fait, puisqu'on joue dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est un peu le twist du jeu. Et si vous avez écouté le débrief qu'on a fait avec Elodie sur le retour de Festival de Cannes, il y a un jeu là dont elle parlait qui s'appelle Blot ou BLOT, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Qui a un peu cette idée puisque là on va jouer sur des champs de bataille différents, donc c'est un peu le twist et j'avais l'impression que ça reprenait un peu l'idée de Ghost of Christmas qui est un jeu qui est quand même nous on en avait fait une partie et j'avais trouvé assez compliqué quand même, hein, Ghost of Christmas. Je sais pas si vous y avez joué, vous. Non, moi j'adore l'implémentation thématique du jeu. Je trouve que c'est brillant en termes de thème, de justement, puisque en gros tu peux jouer où tu veux, mais après tu vas résoudre passé, puis présent, puis futur, et forcément, oui, voilà, selon qui gagne le passé, ça va définir la couleur qui est menée au présent, etc. C'est assez brain, je pense. J'ai pas encore essayé, mais c'est très. Franchement, la première partie, tu souffres un peu et tu navigues un peu à vue. Comme Shinzawa aime bien, il fait des paris plus ou moins flexibles aussi en début de partie avec des portes de différentes couleurs. Là. J'avais joué à la version originale qui s'appelait Time Palatrix, qui était sortie quelques années plus tôt, mais ouais. Mais c'est vrai que c'est un. J'ai pas joué à la version Ghost of Christmas. Je l'ai vu en campagne Kickstarter, mais c'est vrai que je l'ai pas prise. Et on continue avec toi, Iso. Avec un autre jeu d'un auteur méconnu qui s'appelle Taiki Shinzawa. Hein, c'est pas comme si c'était la deuxième fois qu'on le citait déjà. C'est un jeu que j'ai découvert dans sa version donc Game Market Segment Strix, qui a été renommé Twinkle Starship.
je pense dans la version qui est sortie sur Kickstarter il y a quelques temps. Et c'est un jeu, encore une fois, qui me plaît principalement pour son twist matériel. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'y jouer, mais en gros, on va avoir des cartes qui représentent des chiffres tels qu'on peut les voir sur des horloges digitales. Et donc, on va aussi avoir des petits bâtonnets, en plus de notre main de cartes, qui vont permettre de modifier la valeur des cartes que l'on joue. Donc, par exemple, si on joue un 3 devant soi, en rajoutant 2 petits bâtonnets, on va en faire un 8 d'un seul coup. Et donc, on va avoir, en gros, on a une main de départ qu'on va pouvoir modifier en utilisant ces bâtonnets, sachant que ces bâtonnets sont aussi liés à cette notion de pari qu'on retrouve souvent chez Shinzawa. Et que donc, il faut bien gérer, en fait, comment tu vas utiliser tes bâtonnets pour modifier tes valeurs de cartes, pour ne pas non plus te mettre dans la mouise au moment de la résolution des paris. Et c'est encore une fois un twist complètement dingo. Je me souviens quand j'avais vu, au début j'avais pas trouvé le jeu quand j'avais préparé le Game Market, mais quand je suis tombé dessus, que j'ai vu ces bâtonnets sur les cartes comme ça qui changeaient les valeurs, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Et j'avais pas remarqué que c'était Shinzawa Taiki à l'époque qui avait sorti le jeu. Et moi je trouve complètement fou ce jeu quoi. C'est encore une fois, on est un peu ce que disait Flavien tout à l'heure, ce qu'on pouvait reprocher à l'auteur, c'est qu'il y a ce twist complètement dingo qui va être amené sur un jeu aux mécaniques habituelles, et c'est un peu tout ce qui fait que le jeu est différent des autres. Au-delà de ça, ça reste moins intéressant dans sa globalité, mais je trouvais que l'ajout de cet élément matériel et aussi qui devient un élément mécanique pour changer la valeur des cartes, je trouvais ça incroyable comme idée quoi. C'est vraiment l'auteur du twist quoi. C'est fou. Vous avez eu l'occasion d'y jouer ou? Non, j'ai pas encore joué. J'ai la version, tu sais, Twinkle Starship justement parce qu'ils avaient sorti aussi avec Planet Etuke, qui est donc Ambiente Abyssal, et également dans le format aussi de American Bookshop. Et on a un troisième que j'ai comme ça et que j'ai pas essayé, mais ouais, qui voilà. Et si jamais, pour en rajouter sur Shinzawa, mais récemment, c'est Daniel Newman de Newman Industries qui republie pas mal de ses jeux. Il a fait Zimbabwe Trick en Inflation, et puis il a fait Dois, que j'ai pas encore essayé, mais qui a l'air très très intéressant aussi, en Charms, donc qui peuvent se trouver peut-être un petit peu. Et il fait souvent des caisses comme ça où il refait certains de ses jeux. Bah, c'est un peu l'avantage pour le coup de Kickstarter, c'est de pouvoir. Alors Allplay c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui je pense que c'est un éditeur qui a suffisamment de trésorerie pour faire des jeux sans passer par Kickstarter. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour la réédition de Segment Strix et puis de American Bookshop, c'est un éditeur japonais qui est passé par Kickstarter pour pouvoir justement l'amener à l'étranger, parce que je pense que c'est de la fabrication au Japon. Peut-être pas pour la nouvelle version, mais American Bookshop, je suis sûr que c'est fabriqué au Japon. Comment dire, c'est un marché qui paraît en tout cas de niche, alors qui est quand même un marché de niche, faut pas se leurrer, mais Kickstarter pour le coup c'est vraiment la plateforme idéale pour ce genre de petits éditeurs japonais pour le coup. J'imagine que la personne que tu viens de citer aussi, Flavien, c'est un Américain, mais qui est tout le temps aussi au Game Market, qui a pas une trésorerie de dingo pour faire des jeux comme ça à l'envie. On est sur une autre échelle, et c'est ça que j'aime bien. Je pense que c'est vraiment le type de campagne que j'aime bien soutenir sur Kickstarter, même si c'est des jeux que j'avais déjà dans la version originale. Mais c'est American Bookshop, c'est aussi un très très gros succès au Japon, étonnamment. Parce que ça paraît pas quand on le voit la première fois. Je peux dire, moi, si je voyais la boîte dans un magasin, je l'achèterais jamais. Hein. Mais quand tu vois les gens y jouer, quand on entend parler, c'est vrai que c'est un jeu qui a aussi un très très gros succès ici, quoi. Ok, on continue avec Robotrick, Flavien. Ouais, rapidement, Robotrick, jeu exclusivement à 3 qui va arriver en français là chez Explorate, donc de Domi. Qui est donc je vais passer vite dessus parce qu'il y a même eu déjà des vidéos qui présentent le jeu et tout. Alors par contre, un truc intéressant, c'est que Explorate a gardé le jeu exclusivement à 3. Ça c'est plutôt cool d'un point de vue éditorial parce que c'est un jeu exclusivement à 3 qui est en fait un quatrième joueur qui est un bot, qui a une main ouverte et où il va avoir des règles, où il va dire s'il suit, va jouer la carte où il a le plus de couleurs, ou la plus haute carte, ou la plus basse carte, ou bien s'il peut pas suivre, il va couper, ou des trucs comme ça. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un jeu compétitif, on n'est pas tous contre le robot. On est vraiment chacun, on représente un peu, je sais plus le thème, mais en gros, on est en compétition face aux robots, mais aussi entre nous. Et on va essayer plus ou moins de gagner certains plis, mais pas tous, parce qu'on a une place limitée pour gagner des points. C'est très très solide. C'est très bien à 3, c'est exclusivement à 3. Et comme dit, ça va arriver chez Explorate, donc vous pouvez y aller
Voilà, il y a 12 Chip Trick qui est arrivé en français là et qu'ils ont fait passer de 2 à 4, alors que là aussi à la base c'était un jeu exclusivement à 3. Mandu Games, c'est un jeu exclusivement à 3, il y a peut-être une raison. Et ouais, donc passez pas à côté là, il va arriver. Franchement, grosse tuerie. Ouais, mais comme on l'a dit plusieurs fois, c'était quand même des jeux où les configurations, si elles sont pas idéales, peuvent vraiment te gâcher le jeu. En fait, t'as pas l'expérience complète et tu peux ne pas profiter en fait vraiment de ce qu'a voulu faire l'auteur, quoi. Le jeu d'après, c'est encore toi, Flavien? Ouais, alors Schadenfreude, un peu comme No Kosudai, c'est un jeu qui a une énorme cote de popularité du côté anglophone. C'est un jeu de City Air publié par Studio Turbine. Je sais pas si Iso, tu le connais? Ouais, je connais. Alors, je suis pas ultra fan du jeu, mais je connais bien. Alors, ce que je préfère dans le jeu, c'est son titre, quand même. Oui, parce que donc c'est le plaisir de faire se réjouir du malheur des autres. J'ai pas eu un coup de cœur pour ce jeu, pour tout dire. C'est un jeu où il y a quelques twists, notamment sur la place du deuxième, puisque c'est la deuxième meilleure carte qui va gagner le pli. Tu vas faire de la collection de cartes. Si tu as 2 fois la même carte, elles vont dégager. Et les cartes qui vont te rester à la fin du pli, pour faire court, il y a quelques cartes spéciales et tout, mais les cartes qui vont te rester à la fin du pli, ça va être ton nombre de points pour la manche. D'accord? Et donc les autres ont quand même une grosse... Peut-être un peu trop... C'est un peu chaotique par moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de prise sur ce que tu vas laisser aux autres, si tu vas faire des doublons, etc. Moi, ce que je trouve génial, c'est surtout à partir du 3e tour, parce que les 2 premières manches, c'est plus un peu de la mise en place, de la mise en branle, quoi. C'est un jeu à 40 points. Et le jeu s'arrête dès que quelqu'un dépasse 40 points. Et à ce moment-là, c'est la personne la plus proche de 40 points qui gagne. Et du coup, c'est ça le truc, c'est un gros jeu de prise de risque où tu vas essayer de t'approcher de cette limite sans la dépasser. Et toi, de l'autre côté, tu vas essayer de faire exploser les autres pour qu'ils la dépassent. Et c'est des dynamiques que j'adore en termes de jeu. Ça me rappelle des mécaniques de stop ou encore, de pouce au crime et tout, et je trouve ça trop bien. Il y a quand même quelques soucis, je trouve, en termes de rythme et de contrôle du jeu. C'est un peu random par moment. Mais je trouve la proposition assez forte pour dépasser ça, quoi. Je pense que ça mériterait d'être retravaillé, en fait, par un éditeur Toi, qu'est-ce que t'avais pas aimé, toi, Iso, dedans plus que ça? Je me souviens plus, ça fait quelques temps que j'y ai joué, Ouais. j'avoue que j'ai un peu oublié. Mais t'étais pas rentré dans le jeu, quoi. Non, on a fait une partie et j'avais pas. On était à 4, est-ce que c'était le problème? Je sais pas, mais j'avoue que j'avais pas accroché plus que ça. J'en ai pas de très très grands souvenirs en plus. Là, je regardais un petit peu le matériel, tout ça, ça m'évoque des choses, mais c'est vrai que on joue à tellement de jeux de pli tous les ans que des fois ça se mélange un peu. Mais... Ouais, et donc si t'as pas marqué, de toute façon, après, c'est... Oui, en général, j'insiste pas, il y a tellement de jeux de pli disponibles qu'autant passer à autre chose, quoi. Mais celui-là, pour le coup, c'est vraiment genre un des jeux préférés de plein de monde, quoi, du côté anglophone. Moi, j'irai pas jusque-là, mais je trouve que vraiment les sentiments qu'il me donne sur les fins de partie sont brillants, quoi. Mais encore une fois, il demanderait à être retravaillé, je pense, sur certains points, quoi. On va continuer, on va passer rapidement parce on peut citer quand même Cat in the Box, mais c'est plus pour le citer parce que je pense qu'il a énormément fait parler de lui quand il est sorti en France. Voilà, c'est que donc il y a cette particularité de cartes qui n'ont pas de couleur. Et donc, on va déterminer, quand on joue une carte, on détermine la couleur à laquelle elle appartient et on pose un petit jeton sur un plateau pour dire qu'on a joué par exemple, le 5 vert, et plus personne ne pourra donc jouer le 5 vert. Donc on l'a dit, c'est un jeu qui joue beaucoup avec la méta des jeux de pli. Je pense qu'on a tous les 3 aimé le jeu. On aime beaucoup le jeu. Enfin, voilà. Moi, je trouve ça très fort aussi. Il y a une petite discussion sur le fait de savoir est-ce que le jeu serait cassable. Enfin, en gros, il y aurait une sorte de technique qui permettrait de gagner. Moi, j'ai pas envie de savoir ça, en fait. Je trouve ça triste, tu vois, Une martingale dans le jeu. Ouais, je trouve ça moche d'aller la chercher au final. Tu t'enlèves le plaisir du jeu. Ouais, moi c'est un jeu blague qui marche en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'à la base ça pourrait juste être une blague, tu vois, de se dire ça et faire un jeu avec un twist à la Shinzawa, et là il marche parce que moi ce que je retiens aussi beaucoup, c'est que tout entre notamment le placement qui va rapporter des points et tout selon les paris. Il y a tout qui se rencontre très bien, quoi. Ouais, la seule chose que je trouve dommage pour le jeu, c'est que le jeu soit finalement passé par la case Kickstarter via Bézier Games, qui en a fait une version, une fausse version de luxe. Et là, ils ont fait la colossale. Ouais, là, en plus. je trouve que c'est. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal de problèmes, notamment avec l'illustratrice, etc., sur cette nouvelle version. Mais je trouve que c'est dommage parce que le jeu n'avait pas forcément besoin d'avoir un matériel d'aussi grande qualité pour être jouable et apprécié des joueurs et des joueuses. Et je pense que ça ferme un peu l'accès à pas mal de gens, en fait, ce surcoût comme ça, cette surproduction du jeu.
Alors que la version japonaise qui a pas le nom Deluxe, qui a à peu près les mêmes composants, coûte moitié moins cher, et surtout avec la force de l'euro et la petite mort qui est en train de vivre le yen japonais. Franchement, c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut acheter sur Amazon ou dans une boutique japonaise, quoi. Je veux dire, c'est même la TVA. C'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Parce Moi, que je l'ai acheté au Japon quand je suis venue. La boîte est plus compacte. C'est finalement le matériel est de très très bonne qualité. Je me souviens que les plateaux sont triple layer ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez dingo pour un jeu japonais, même s'ils ont des multiplicateurs différents de ceux qu'on peut connaître en Occident. C'est la version japonaise est de très très bonne facture et franchement, il faut vraiment pas se priver si vous avez du mal à le trouver dans une version abordable ou à prix correct. On continue avec Magic Trick, Flavien. Alors, on parlait de Bézier Games. Bézier Games va le refaire sous le nom Xylotar. Pour moi, ils ont enlevé... C'est un jeu plus gentil. Alors, le thème est complètement zinzin. Le Xylotar, vous savez, c'est les xylophones sous forme de guitare. Et le thème est complètement fou. J'aime pas du tout les visuels. Moi, c'est un jeu de Chris Roy, qui est un auteur assez important du côté anglophone, puisque c'est lui qui a fondé la Trick Taking Guild sur BGG. Il a fait plein de jeux intéressants. C'est illustré à la base par Megan Russell. J'aime beaucoup le travail d'illustration de base. Pourquoi j'en parle ? Alors, c'est aussi un jeu où tu connais le dos des cartes, les couleurs, et qui va être trié du plus petit au plus grand par ton voisin, un peu comme dans Lose. Et donc, après, tu vas les étaler, et de la même manière, tu vas faire un jeu de pli où petit à petit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que va y avoir de la déduction qui va se faire, puisque si tu révèles en plein milieu un 5, tu sais qu'en dessous c'est 5 ou moins, etc. C'est aussi un jeu à pari. Et comme tu disais pour Nokosuda Isuko, en fait, le pari, tu vas le faire en cours de partie, donc tu as un peu plus de contrôle, puisque un tour dans la partie, tu vas jouer une carte dans le pli, et en plus, une des cartes, tu vas la révéler, et ça va être ton pari. Donc, selon l'emplacement et tout, tu sais que si tu en prends une tout à gauche, ça va être plutôt une plus petite carte, tout à droite, ça va être... Et cette valeur-là, tu as de plus en plus d'informations sur ce que c'est en fait dans la partie, donc tu as de plus en plus de contrôle. Et comme tu peux le faire tout à la fin, tu te dis, là j'ai pris tant de plis, je vais essayer de faire ça. Mais en même temps, tu as de moins en moins de choix dans ce pari, tu vois, vers la fin. Donc je trouve que ça utilise vraiment bien le pari au cours de la partie, tu vois, et ça te laisse le choix en fait de quand est-ce que tu veux prendre ce risque, avec quelles informations. Je trouve ça vraiment très brillant, vraiment très très cool. Pareil, le deck make-up, là, la structure est un peu particulière avec beaucoup de couleurs et tout. Et le système de score, c'est le système de base de tous les jeux à pari, c'est-à-dire soit tu fais ton pari et tu gagnes un certain nombre de points, soit tu rates et tu perds un point par différence. Et ça, c'est très souvent le cas dans les jeux à pari. Bon, voilà, ça, ils l'ont modifié sous Xylotar. Moi, j'aimais bien ce système-là. Il y a en plus un autre petit bonus qui est intéressant si tu prends exactement le nombre de couleurs de ton pari. Que Xylotar a enlevé pas mal de choses à ça, du point de vue du scoring. Pourtant, moi, je l'ai en boîte. À l'époque, c'était un peu artisanal sous GameCrafter, donc qui est un site où les gens peuvent auto-éditer des trucs de manière un peu artisanale et GameCrafter se charge de l'impression. Moi, si j'avais dû l'éditer, il y a plein de trucs en fait parce que j'y jouais beaucoup sur appli. Le fait est que si tu joues les cartes dans le pli et que tu les mets de côté, ça fait mal au crâne parce que tu as beaucoup une composante mémoire, alors que dans mon appli, en fait, les cartes que tu as jouées, tu vois encore ce que c'était. Et du coup, la déduction est beaucoup plus présente. Et je trouve ça assez cool. Du coup, nous, quand on y a joué en physique, en fait, on utilisait des trucs pour dire, en fait, pour compter les plis qui ont été pris et les couleurs des plis. Et comme ça, on pouvait garder les cartes qu'on avait jouées devant nous, donc la déduction était un peu plus fluide. Ce qui empêchait pas un peu d'aléatoire et tout, c'était pas trop brain non plus. Donc, je pense qu'il y avait des choses à faire sur l'édition, mais pas ce que a fait Bézier. On va parler rapidement des jeux de pli à 2. On va citer le premier jeu de pli à 2 que j'ai trouvé, c'est un jeu de 1970, c'était une version à 2 du Bridge. Jeu moderne, parce qu'il y avait le Schnapsen. Hein. Jeu moderne, bien sûr. Après, il y a le Renard des Bois qui était sorti en 2017, qui est un jeu de pli à 2 dans lequel on va résoudre le fait que il y a des cartes qui vont être laissées de côté pour qu'il y ait un peu d'inconnu dans ce qu'on a en main, enfin dans ce que l'adversaire a en main, avec un système où il faut pas faire tous les plis, sinon tu marques 0 points. Donc il y a tout un truc comme ça où il faut être le nombre de plis que tu fais a vraiment de l'importance dans le scoring, et puis qui a été décliné dans une version coop qui est très cool aussi d'ailleurs, que j'aime beaucoup moi. Et puis il y a un des jeux que toi tu adores, Flavien, c'est Jekyll versus Hyde. Ouais, de John Hill, 2021, qui est arrivé chez Mandu Games justement, illustré par Vincent Dutré, qui je trouve représente à merveille ce que moi j'aime dans le jeu de pli à 2 en termes de aléatoire, de prise de contrôle, et qu'il n'y ait pas toutes les infos et tout.
Et également en termes d'intégration du thème, je trouve que c'est brillant la manière dont le thème répond complètement au game design ou inversement. Je sais pas de quoi il est parti John Hill pour le faire, mais ce côté où tu joues différemment, où en tant que Jekyll tu cherches l'équilibre, en tant que Hyde tu cherches à tirer la corde d'un côté ou de l'autre, ou la lâcher complètement, et comment est-ce que les pouvoirs permettent de le faire, et comment les petits échanges de plis, tu vois, j'aime pas trop les échanges de cartes en début de manche, je trouve que dans celui-là, bah, ça marche parce que ça rajoute de l'info et de plus en plus au fur et à mesure des manches. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, j'en Il y a ai une version coop, non, qui va arriver, enfin qui est annoncée, il me semble. qui est déjà arrivé côté anglophone, qui va arriver là bientôt en France, qui va être du coup Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Alors je sais pas comment ça se fait niveau thème, je crois que c'est Olivier Sipierre qui a travaillé avec. Je sais pas à quel point John Hill était impliqué là-dedans, je crois qu'il y a aussi Gaëtan Bojano qui a travaillé tout ça. Ça a l'air intéressant. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être des sentiments un peu similaires à Renard des Bois coop. C'est sur une piste et t'essayes de faire avancer un truc, ou du Sail aussi qui est sorti récemment, je sais pas trop. Mais... Et John Hill, allez sur son site, il y a plein de jeux qu'il a fait qui sont assez intéressants. Hipparchus qui est sorti l'année dernière, qui est très très brillant, je trouve, en jeu à deux. Je trouve que dans les jeux de défaut, il avait Ptolémée qui est très très inférieur. Et là, il a sorti un truc qui se rebase sur de la littérature. C'est The Phantom of the Opera, et qui est aussi à deux asymétrique, qui m'a l'air moins brillant quand même que Jekyll, mais qui a pas l'air inintéressant. Donc vous pouvez aller voir ça sur son site. Vous cherchez son site et il y a les règles en général dessus, quoi. Et donc, on va terminer par un jeu qui est un incontournable, même si c'est pas un des plus anciens. Mais on en parlait en off et tu disais, Iso, que c'est quand même un jeu qui a été énormément marquant pour le retour en grâce du jeu de pli. C'est The Crew. Oui, je pense que c'est peut-être parce que l'air de rien, il y avait quelques jeux de pli qui paraissaient de temps en temps sur le marché français, mais rien, pas à l'échelle d'aujourd'hui en tout cas, où il y a énormément d'éditeurs qui se lancent dans l'édition, la réédition de jeux de pli de partout. The Crew, ça a vraiment été, je pense, ce retour à des mécaniques que tout le monde a connues. En tout cas, les gens qui ont joué une fois à un jeu de pli dans leur vie pouvaient saisir le jeu tout de suite et rencontrer un succès comme ça. Je pense que le côté coopératif du jeu a beaucoup aidé sur ce truc-là. Et puis évidemment, le Spiel a su aider un petit peu aussi. Mais ça a remis un petit peu le jeu de pli en grâce. Et je pense que ne pas le citer, ce serait vraiment une erreur dans l'histoire du jeu de pli aujourd'hui, quoi. Ouais, aujourd'hui, il y a Cat in the Box, tu vois, il y a quelques années, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui a remis en avant, mais il y a The Crew. Est-ce que Cat in the Box aurait marché si The Crew n'avait pas marché? Je suis pas sûr. Et tu disais The Crew, c'est un succès autant aux États-Unis, enfin c'est vraiment un succès au Japon aussi, il est connu, enfin je veux dire, c'est vraiment un succès, j'ai l'impression partout et le jeu a énormément fonctionné. Ah oui, je pense que c'est un succès mondial pour le coup, et pas uniquement localisé en Allemagne ou en France, c'est vraiment un gros succès au niveau mondial. Alors moi je vais vous confesser, je suis pas une grande fan de The Crew. Mais voilà, donc ouais, j'ai jamais trop accroché, mais je pense parce que je n'ai pas joué à 4 et je pense que en fait, il faut pas y jouer. Enfin, je pense que c'est compliqué d'y jouer il y a une variante à 2, enfin, il y a une possibilité de jouer à 2. Ah, moi je la trouve pas inintéressante. Moi, j'y joue pas à 2 parce que ma compagne aime pas les jeux de pli, mais on avait essayé, je trouvais ça pas inintéressant. Il y a un joueur fictif. Ce que je trouve intéressant, c'est que The Crew, moi j'aime pas beaucoup les jeux coop, hein, pour dire la vérité, c'est pas un type de jeu que j'aime habituellement, mais The Crew a amené le jeu de pli et les frustrations qu'on peut ressentir au jeu de pli dans un partage avec les autres joueurs. Et je pense que ça c'est un élément assez crucial en fait dans le succès qu'a rencontré le jeu, cette dimension coopérative du jeu, où tout le monde partage la même frustration au lieu de se retrouver parce qu'on les a tous vus, hein, dans des parties de jeux de pli. Ouais, j'ai pas une bonne main. Ça fait 3 tours que j'ai rien. Enfin, ça c'est le genre de phrase qu'on entend à chaque partie de jeu de pli. Et là, pour le coup, cette dimension-là disparaît un petit peu, même s'il y a peut-être d'autres problèmes liés au jeu coopératif qui pourraient apparaître. Mais je trouve que c'est une expérience vraiment assez rafraîchissante autour de ce que les gens connaissaient du jeu de pli jusqu'à cette époque-là. Et je pense que ça a ouvert en fait et le marché et aussi l'envie de découvrir d'autres choses chez beaucoup de gens. Mmh. Ouais.
Sachant qu'il y a d'autres coops, hein, mais c'est vrai qu'il y en avait avant qui n'ont pas marché du tout autant. Hein. C'est pas le premier jeu de pli coop, hein, effectivement. Oui, mais il a apporté en fait ces éléments qui étaient très à la mode de l'émission, le jeu qui a une vie quasiment la communication limitée communication aussi limitée. pour En fait, éviter. il y a plein d'éléments qui en font une bonne recette, quoi. C'est un jeu de Thomas Singh et qui donc a eu il a eu le Spiel. C'était en quelle année? En 2020, non? Et je crois que c'était le Spiel expert, non? Le Kenner? Ouais, Parce c'est le que Kenner. justement, en France, les gens s'étaient dit ouais, machin, alors qu'en fait, si t'as pas effectivement les bases du jeu de pli, c'est très compliqué. Oui, ça appartient carrément à la catégorie Kenner, je pense. Hein, ouais. Et il a eu aussi l'As d'or expert en France en 2021. Ouais, parce que comme on le disait, les jeux de pli sont pas si... c'est pas forcément des jeux accessibles si t'as les codes, ça va, mais si t'as pas les codes, c'est très... faut les acquérir. Souvent, c'est une question aussi d'histoire familiale, parce que beaucoup de gens ont joué aux jeux de pli, en fait, à des jeux traditionnels en famille, et c'est comme ça que souvent t'as déjà t'es déjà aguerri aux jeux de pli, quoi. Et si je dois en citer un qui l'a cartonné, là, je sais pas si tu en as entendu parler ou si tu y as joué Iso, mais c'est The Kakapo, Buddy and Party, qui est chez Chatra Games, et qui est un jeu de pli coop où tu dois prendre en photo des oiseaux et où tu joues des cartes et ça te permet de poser des polyomino, et c'est pareil, tu as aussi des missions comme dans The Crew, donc tu as des trucs de plus en plus difficiles. Et le gagnant du pli va poser certains polyomino, alors je sais plus exactement les règles, mais et en gros l'idée c'est d'entourer les oiseaux sur un plateau avec des polyomino, et donc les polyomino sont représentés aussi sur les cartes. Et du côté anglophone... Oui, mais je l'ai reçu il y a quelques jours, oui, pardon, autant pour moi. Oui. Écoute, du côté anglophone, en tout cas, les gens se l'arrachent. Voilà, et ça a l'air très rigolo, là, le mélange avec le placement de polyomino et tout. En tout cas, moi, je suis très curieux de celui-là. On en reparlera peut-être une prochaine fois, alors, quand tu auras joué. Oui, j'essaierai d'y jouer rapidement pour voir ce que ça donne, tiens. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette longue discussion. A priori, on reviendra pour parler de défauts et d'escalade, parce que sinon, voilà, je pense qu'on aurait fait 4 heures d'émission, sinon. Et puis, pour reparler de jeux de pli régulièrement, on l'espère. Je vous remercie, messieurs. Merci à toi pour l'accueil. Oui, avec plaisir. Et puis, à bientôt alors. Et on dit au revoir à tous les auditeurs et auditrices. Et écoutez, j'allais dire pissez bien, mais pour faire une blague sur le... je vais m'abstenir de ce genre d'humour vraiment pas cool, quoi. On peut dire, attention, ça va couper. Oh là là. L'humour tue l'humour. Allez, au revoir à tous et à toutes. Ciao, salut.